Lundi 11 octobre 2021, depuis le 5 septembre dernier, le Parlement de la 9e législature relève du souvenir l'Assemblée nationale ayant été dissoute dans la foulée du coup qui a renversé le régime du président Alpha Condé. Pour autant, les députés qui en étaient membres réclament le versement de leurs émoluments. Depuis la rupture brusque de notre mandat, les revenus sont bloqués et la précarité s'est instaurée. Loyer, dette, carburant et même déplacement. À cela s'ajoute la menace d'emprisonnement qui pèse sur ceux qui sont déjà endettés auprès de leurs banques respectives. Peut-on lire dans un courrier daté du 9 septembre dernier et signé par un collectif d'une dizaine d'anciens parlementaires. Sauf que le dit courrier est qualifié de honteux par un autre membre de cette même législature dissoute en la personne de Ba Mamadou Badiko, président de l'UFD, l'Union des forces démocratiques. Il ne parle nullement au nom de tous les députés, fulmine-t-il. Faut-il alors questionner la légitimité de cette revendication? C'est justement ce que nous allons faire avec un des signataires que nous aurons tout à l'heure au bout de la ligne. Nous lui demanderons également qu'est-ce qui fonde cette réclamation. Il s'agit de Boubacar Sidig Diallo. Il est le président de l'UMP. La mairie de Kaloum, au cœur d'une affaire de corruption supposée, en effet, apprend-on, ce sont six marchés d'une valeur totale de 7 milliards de francs guinéens qui y ont été récemment passés sans que certains conseillers communaux n'en soient informés. Une opacité qui ne passe pas aux yeux de Fousseni Koné, un président de la commission de développement local et partenariat à la mairie de Kaloum. Pour les détails, nous l'aurons tout à l'heure en ligne dans cette même émission. C'est une conséquence à laquelle les membres du Front National pour la défense de la Constitution FNDC et plus largement les anciens opposants au régime du président Alpha Condé ne s'attendaient certainement pas. En effet, à la suite de la suspension de la Guinée elle-même consécutive au coup d'État du 5 septembre dernier, la Cour de justice de la CEDEAO suspend toutes les procédures judiciaires en rapport avec notre pays. Une décision qui met donc un coup d'arrêt à des actions notamment intentées par le front anti-troisième mandat du président Alpha Condé. Justement, comment accueille-t-on cette décision dans les rangs du mouvement anti-troisième mandat? C'est la question que nous poserons tout à l'heure à Maître Mohamed Traoré. Il est avocat du Front National pour la défense de la Constitution. Récemment, le président de la transition a conféré dans un premier temps avec les DAF, des ministères et des régies financières. Ensuite, le samedi dernier, c'était au tour des responsables des ressources humaines de ces entités de se retrouver face au colonel Mamadi Doumbouya. Que s'est-il réellement passé? De quoi a-t-il été question au cours de ces échanges tenus à l'abri des micros et des caméras? Quel était l'état des lieux qui ont été faits? Quel devrait être réservé à ces premières rencontres? Ces questions feront l'objet de débats tout à l'heure dans l'émission de ce soir, mais surtout les premiers pas du nouveau Premier ministre, Mohamed Beyavogui. Enfin, dans le numéro de ce soir, nous nous intéresserons également à cette action qui a consisté à déloger des anciens ministres d'Alpha Condé de leurs résidences respectives. Il s'agit de Ismaël Djubaté et Dr Mohamed Diané, respectivement anciens ministres du budget et de la défense nationale. Qu'est-ce qui fonde la décision de leur expulsion de leur résidence? Surtout, était-ce la meilleure manière de procéder au-delà? Qu'est-ce que cette action renvoie-t-elle de la promesse du CNRD et de son président de procéder avec sérénité et ne surtout pas verser dans les règlements des comptes ou la chasse aux sorcières? Nous répondrons à ces questions dans le débat que nous aurons tout à l'heure autour de ce sujet. Lamine Monument Sissé, bonsoir. Oui, bonsoir. Bouakar Sansobari, bonsoir. Bonsoir à tous. Roby Sarah, bonsoir. Bonsoir. Cheikh Ndoye Sadibo, bonsoir à vous également. Bonsoir. Pas de biscuits ce soir, Lamine Monument Sissé? Non. Il n'y en a pas. Alors, on va commencer par le dernier sujet qui concerne le délogement de deux anciens hauts commis de l'État. Il s'agit bien de Ismaël Djubaté, ancien ministre du budget, et Dr Mohamed Diané, qui était jusqu'au 5 septembre ministre chargé des affaires présidentielles, ministre d'État, ministre de la Défense nationale. Oui, c'est le révélateur qui a écrit en exclusivité cette information. Ouais.
Et donc, à la suite de la lecture de cette information sur le site révélateur, j'ai pu rentrer en contact avec des proches des deux anciens dignitaires du régime Alpha Condé qui ont été délogés dans leur domicile, dans leurs maisons respectives, à eux leur attribué par le régime d'alors. Par le patrimoine bâti. Oui, ils sont arrivés, les militaires, ce sont des pick-up remplis de gendarmes et de militaires donc, qui ont débarqué sur les lieux et ont demandé, ont intimé, c'est d'ailleurs le mot qui sied, donc ont intimé à ces personnalités de quitter les lieux. Alors, il faut rétablir un fait, il faut rétablir une vérité concernant Mohamed Diané. Docteur Mohamed Diané, l'ancien coordinateur des actions de la présidence, ancien ministre de la Défense, ancien ministre de la Défense nationale. Alors, vous savez qu'il y a eu une confusion le concernant. Là où il a été, là où les militaires ont été déguerpis, il ne s'y trouvait pas. Et lui, il devait déménager. Il était déjà dans la dynamique. Oui, il était dans la dynamique de déménager. Et sa famille, une partie de sa famille avait déménagé. Et donc, c'est cette partie de la famille qui a été délogée donc, dans ce bâtiment. Et vous savez que c'est un bâtiment anciennement occupé par le Premier ministre. Il n'y a que Mamadi Youla et Saïd Fofana qui ont logé. Et donc, on voulait préparer ce bâtiment pour le nouveau Premier ministre et également d'autres nouveaux ministres qui viendront. Et parce qu'on sait, et on le présage d'ailleurs qu'il y aura beaucoup de Guinéens de la diaspora qui feront partie du prochain gouvernement. Alors il faut leur trouver des logements. Et donc c'est dans cette perspective que cette action a été menée. Alors, on peut bien interroger, et ça vous avez bien fait de poser le débat dans le libellé, on peut bien interroger la manière. Et je me suis posé la question de savoir, il y avait quelle urgence passer par cette méthode à ce que la gente débarque en Dirune, ça c'est vrai, mais débarque sans avertir, sans prévenir les occupants des lieux. Donc débarquer et les humilier, il faut arrêter d'humilier les anciens dignitaires. Non, pas que les anciens dignitaires, les citoyens guinéens. C'est vrai que ça a été, on peut retorquer en disant que ça a été fait par le passé, par le président Alpha Condé. On était ensemble là, on l'a dénoncé quand on a été extraire et là c'est Ludalen Diallo de l'avion, quand on a refusé à Fodé Oussou d'aller se soigner, mais on ne peut pas perpétuer les mauvais pratiques. Les mauvais comportements. Et c'est ce que j'ai dit ce matin d'ailleurs dans mon édito. Donc la junte est arrivée pour marquer une rupture avec les anciennes pratiques qui n'étaient pour la plupart. En tout cas, c'était le slogan quand elle prenait le pouvoir. On ne peut pas venir faire la même chose et avoir un résultat différent. Ou pire. Non, et avoir un résultat différent. Donc, il faut bien que la gente arrête, parce que ça donne l'impression que c'est des vaincus qui sont arrivés et qui veulent se venger. C'est un règlement de compte, et ça, vous l'avez dit, ce n'est même pas l'allure d'un règlement de compte. Et celui qui dit clairement que c'est un règlement de compte n'aura pas menti. C'est la chasse aux sorcières, et parce que la méthode qu'on peut interroger et qui n'est pas du tout orthodoxe, cette méthode-là nous renvoie sans doute à ces manières qui ne sont pas du tout bonnes et qui ne sont pas conseillées à un régime. Est-ce que la forme commande le fond? Est-ce que c'est le retour de la balle qu'on a lancée au mur et qui nous revient sur le visage? Je dirais oui. Je ne suis pas en train de défendre les principes édictés par Monument. Ce qui devrait être le cas, c'est peut-être informer, donner un délai et leur permettre tranquillement de quitter les bâtiments. Mais qu'on se souvienne que Mohamed Tal s'est fait cadenasser la maison alors qu'il n'était pas encore quand il a été débarqué du gouvernement. Et ce sont des instructions qui étaient venues de la plus haute hiérarchie. Qui a donné ces instructions? Point d'interrogation. Mais on se souvient que Mohamed Tal, il était encore en vie, il n'était même pas rentré chez lui. On a cadenassé la cour. Donc il ne pouvait pas accéder ni à sa maison et il a été expulsé mani militari. Donc, mais justement, est-ce qu'on doit continuer à dénoncer? Je suis en train de dire que les autorités la justice va être désormais la boussole, je suis en train de dire que si vous voulez peindre en blanc on n'a pas peint en blanc. Non, c'est un exemple que je vous donne. Si vous voulez peindre en blanc votre mur, n'oubliez pas que la couleur qui était avant était chocolat. Donc ce que je voudrais vous dire, je ne suis pas en train de... c'est tout mérité.
je ne suis pas encore, je ne veux pas m'aventurer. On peut dire oui. On peut dire oui que c'est tout mérité. On peut dire oui. Non. Ce qu'il faisait hier, c'était cynique aussi. Hein. Oui, mais bien sûr. On a dénoncé. Arrêtez. On a dénoncé ce qui a été fait hier. Justement. Et c'est pour ça qu'on doit pas être dans cette dynamique. Je veux dénoncer. Cela ne m'empêche pas de rappeler l'histoire. De rappeler que hier, c'était eux qui étaient aux commandes. Et les actes. Mais de cette manière, permettez-moi, les actes dont ils sont victimes aujourd'hui, ils sont en train de être rattrapés par leurs faits. Maintenant, j'en viens à la suite de ma logique pour terminer, pour dire à la junte que justement, il ne faut pas faire comme eux, puisque vous promettez. Même s'ils sont en train de faire. Oui, ils l'ont fait. C'est parce qu'ils l'ont fait maintenant qu'on le dit. Et ils l'ont fait, c'est pas la première fois. Et il y a beaucoup d'éléments des forces spéciales on en parlera, même nous, on a été victimes et tout ça. Donc, ce qu'il faut dire, c'est quoi? C'est qu'il faut leur dire, justement, vous avez prôné la rupture, vous dites que vous ne faites pas comme les autres, vous dites que hier c'était mauvais, et demain ce sera bon, vous ne devez pas faire comme eux. Je pense que la règle qui sied à la situation, c'est d'avertir. Et ce ne sont pas les seuls, malheureusement, qui sont peut-être dans les maisons d'habitation. Vous demandez au patrimoine bâti d'adresser des courriers à toutes les personnes occupant les maisons de l'État, de quitter la maison avec un délai. Si elles ne sont plus avec le délai, avec le délai prescrit par la. Je pense que c'est 3 ou 6 mois si vous voulez. Non, on peut pas. Il y a un préavis, mais on peut leur dire 24 heures dégagées. Non, même pas ça. Non, il faut respecter la règle. Il faut respecter la règle. Il n'y a pas d'urgence comme il l'a dit. Il n'y a pas d'urgence. Non, il y a urgence. Quelle urgence? Il y a des ministres qui doivent être nommés. Est-ce qu'ils sont déjà nommés? Ils sont déjà nommés? Oui, mais on va les nommer. Mais attendez, les 24 heures maximum. En tout cas, dans il y a déjà deux ministres qui sont nommés. On vous a dit qu'ils sont tous de la diaspora. Il faut leur trouver une maison. On vous a dit qu'ils vont habiter là. Jusqu'à présent, il n'y a pas un courrier qui annonce ou il n'y a pas un acte établi qui annonce que ces ministres qui seront nommés vont y être logés. Je pense qu'il y avait tout simplement une volonté de jouer sur la psychologie des gens. C'est pas la manière. Malheureusement, ils sont dans le dérapage. La semaine dernière, ils ont fait beaucoup de bourdes. Les forces spéciales débarquent partout. Ce sont les pick-up, etc. Beaucoup d'exemples foisonnent. Je pense que ce sont des actes, malheureusement, qui vont bientôt ternir l'image du pouvoir en place. Il faut arrêter ça. D'abord, mais n'empêche je suis pas d'accord avec. N'empêche que c'est le retour de la karma. Je suis pas d'accord avec la logique selon laquelle il faut réparer l'injustice par l'injustice. Réparer notre injustice. Pas du tout. C'est pas parce que ça s'est fait par le temps. Non, c'est pas parce que justement, c'est parce que non, il faut partir avec les propos. Moi, je reviens encore toujours sur les propos. Ruby, vous n'avez plus la parole là. Je reviens. On va au paradis. On va au ciel saint. Si le permet, dans le règlement de compte. Je reviens encore sur les propos, toujours, du président de la transition qui avait dit qu'il n'y aura pas la chasse aux sorcières. Et ensuite, quand vous regardez la charte, dans le 2e chapitre, de l'article 18, je pense jusqu'à l'article 35, ça ne parle que des libertés fondamentales, du respect des droits de l'homme, etc., la protection des personnes et des biens. La charte sur laquelle, le président de la transition, non mais il fait comme si c'est maintenant que ces notions-là existent. Ça existait dans la loi fondamentale avant. Non, et dans la Constitution qui permettent que je termine. Jamais été respecté. Oui, ça a été dit dans la loi fondamentale. Mais la loi fondamentale, on a mis ça de côté. On a conçu une charte qui a été rédigée, qui a été mûrie, conçue et publiée par la junte au pouvoir. Et je dis bien encore, c'est cette charte que le président de la transition a juré. De 18 à l'article 18 jusqu'à l'article 35, dans son chapitre 2, on ne parle que de liberté fondamentale, du respect des droits humains, et bien de la protection des biens, des personnes et de leurs biens. Ceci dit, je pense que la démarche n'était pas la bonne. Encore une fois, il ne faudrait pas, parce que par le passé, ça s'est fait qu'aujourd'hui, ceux qui ont géré et qui l'ont fait, c'était une injustice qu'il faut venir réparer par une injustice. Je mets ça de côté. Mais je dis par un aspect qui a beaucoup attiré mon attention, c'est quoi? C'est que je me suis dit que ceux-ci ne devraient pas peut-être attendre ce moment qu'on vienne les humilier, les déloger, parce qu'ils savaient que les bâtiments-là appartiennent à l'État. Ils sont là-bas, ils ont logé. C'est devenu une habitude là. Non, ils ont été logés. Si c'est le cas, ils sont nombreux. Non, à partir du moment où on vous a retiré les voitures, il fallait vous entendre à ça. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Non, tout le monde le fait. Vaut mieux dire malheureusement qui s'est perpétué, qui s'est installé.
chez les Guinéens, quand ils sont fonctionnaires, ils ont des bâtiments de l'État. Ils n'ont plus. Tout le monde le fait. C'est pas moi seul qui ai volé. Vaut mieux de dire que je ne fais pas partie. Alors, c'est pas parce que les autres l'ont fait que vous aussi vous allez le faire. Vous êtes ministre, c'est parce que vous êtes ministre que vous avez été logé. Alors, d'autres aussi viendront pour être logés. Ce sont des départements ministériels. Je pense qu'on ne devrait pas attendre qu'on vienne vous déloger et vous humilier de cette manière. Ils ont construit, ils ont les moyens. Je pense que dès après la prise du pouvoir, ils devraient se préparer et savoir que le moment là allait venir. Même si c'est dans 1 an ou 2 ans, le moment allait venir. Donc il fallait se préparer conséquemment. Et le moment est venu. Fadouba Keita nous écrit. Il est bien entendu un des chroniqueurs de cette émission. Il dit bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe. J'ai l'information qu'ils ont bel et bien reçu un préavis des nouvelles autorités. 10 jours pour être précis. Selon Fadouba Keita, un des chroniqueurs de cette émission. Oui, allez-y, Bouakar Sansobari. Alors ça c'est un élément très important que nous n'avions pas au moment d'aborder le sujet. Parce que qu'on va vérifier aussi, voilà, s'ils ont reçu une notification leur demandant de libérer les lieux, ça accentue ce que disait tout à l'heure Ndoye. À savoir que d'abord ils ne devaient même pas par principe par prudence, ils devraient pouvoir s'attendre à ce qu'on leur dise un jour de sortir. Ça, c'est un. Mais si en plus de cela, on leur a déposé un document disant qu'ils devaient le libérer sous 10 jours, lui, il disait tout à l'heure 24 heures ou 72 heures. Moi, je donnais 3 mois d'ailleurs. Voilà, si on a dit 10 jours, était assez long. C'était largement suffisant. Oui, mais est-ce qu'un communiqué ne devrait pas passer pour que l'opinion soit témoin? Non, on n'a pas besoin de ça. Si quand ton locataire ne passe pas. Sauf que c'est pas la même chose. C'est la même chose. Allez-y, le locataire, c'est l'État. Ils ont été saisis individuellement. Si c'est vrai. S'ils ont été saisis individuellement, c'est eux qui auront pris le risque de courir l'humiliation qu'ils ont subie. Ceci étant, moi je voudrais dire au CNRD que et ils ont été tous acclamés. Et on a noté particulièrement, par exemple, la sortie du 2 octobre. Ils ont tous été acclamés. Partout où le colonel Doumbouya est passé, il a été acclamé. Qu'ils sachent que cet accueil qu'il a reçu de la part de l'opinion publique, ce n'est pas un blanc-seing. C'est pas nécessairement parce qu'il s'appelle colonel Doumbouya qu'il a été reçu. C'est parce qu'il était porteur d'un espoir. C'est parce que dans son discours, il a promis de faire les choses avec sérénité. C'est parce qu'il a promis. Voilà. C'est parce qu'il a promis de faire les choses avec lucidité. On a tous admis quand il a dit que la justice sera la boussole. Tout le monde a applaudi sur tous les plateaux de télévision. Tout le monde le lui rappelle. Vous avez dit que la justice servira de boussole. Mais en même temps, les gens ne manquent pas de lui rappeler aussi qu'il avait dit à côté qu'il n'y aura pas de chasse aux sorcières. La seule façon pour que les gens n'assimilent pas les actions à une chasse aux sorcières, il faudrait qu'elle soit guidée par une démarche judiciaire. Il faudrait que toutes les actions soient soutenues par une action judiciaire. Enclencher la machine judiciaire. Ce que je voudrais dire, il fallait quand même être surpris qu'on vous ait retiré les voitures de fonction au lendemain de votre débarquement et que vous ne vous attendiez pas pour ceux qui occupaient encore les maisons de l'État, parce qu'il y a plein qui n'occupent pas les maisons de l'État, qui sont tranquilles. Maintenant, si vous ne voulez pas habiter dans les villas cossues que vous avez construites depuis 10 ans de règne, vous pouvez louer un appartement et vous y allez. Donc pour moi, s'il y a eu un préavis de 10 jours, ça veut dire que s'il y a eu un préavis de 10 jours, je voudrais vérifier la date du préavis. Peut-être que c'était arrivé à péremption et ils sont descendus là. Ça veut dire que la junte a quand même observé 10 jours de sérénité pour te répondre sans saut. Ça j'insiste. C'est vrai que les occupants ne devaient pas attendre jusqu'à la fin du préavis pour quitter les lieux. Si préavis a eu lieu. Même s'il avait ce préavis-là, même si le préavis est arrivé à terme, ce n'était pas la manière. Il ne faut pas humilier les gens. Il ne faut pas aller les trouver et puis... Mais s'ils s'accrochent, ceux qui étaient présents... Et s'ils s'accrochent, c'est pas une bonne chose. Non, mais ce n'était pas la manière. Vous pouvez le faire en douceur, mais pas le faire comme ils l'ont fait, prendre les choses, prendre leurs bagages, les jeter dans la rue. Oui, non, mais s'ils ont été informés, non, ce n'est pas... Pour l'instant, c'est eux qui sont humiliés. Ils pouvaient l'éviter. Oui, non, mais pour l'instant, c'est eux qui sont humiliés. Ils pouvaient l'éviter.
Absolument. Je suis pas d'accord. On est tous d'accord. Non, je suis d'accord. Je ne dis pas le non, contraire. mais moi, je veux savoir. Mais je dis bien. Oui. Je dis bien, on pouvait humaniser la manière. Ouais, d'accord. Voilà. On va avancer pendant ce temps, et puisqu'on parle de cette situation, la descente, bien entendu, parce que actuellement, tout le monde est devenu force spéciale. On pouvait aussi, il pouvait aussi. Oui, c'est comme dans les temps, au temps du CNDD, on a tous vécu ce moment-là. Ouais, tout le monde était béret rouge. Non, tout le monde était CNDD. Tous les militaires étaient béret CNDD. rouge, tout le monde. En plus d'être CNDD, ils se disaient Moi, CNDD. j'ai vu des policiers à l'époque. Même maintenant, tout le monde est CNRD. Konaté l'a dit même quand il est venu que sa première mission c'était de faire la différence entre les différents bérets. Alors, c'était, vous savez, c'était le corps d'élite. Et quand on vous voyait avec le béret rouge, vous imposez le respect. Tout de suite. Avec votre béret. Et la crainte. Et la crainte. La crainte. Le respect à cause de la crainte. Donc, à l'époque. Maintenant, on dit que la peur de gendarme, c'est le début de la sagesse. Aujourd'hui, c'est les cagoules. Donc, tout le monde est devenu encagoulé. Parce que c'est le signe des forces spéciales. Et ça, c'est malheureux. Il faudrait qu'il y ait un travail de décantation, d'aseptisation en leur sein. Et ça, c'est important. Alors, pour ce qui est arrivé, on parlait tout à l'heure du cas de ces ministres. Je maintiens que la manière devait être humanisée. Alors, le samedi, ils sont arrivés ici, chez nous, à Dioma. Ça a été abondamment commenté dans la presse. Une grande solidarité. Je profite de cette occasion pour saluer cette solidarité la part des médias de nos confrères et qui ont une solidarité unanime, qui ont flétri cette action à flétrir. Et ça, c'est important. Donc, et ils l'ont fait. Alors, d'ici, ils sont partis ailleurs. Cela voudrait dire que l'action était préméditée. Ce n'était pas une action, isolée de la part des personnes qui sont venues d'ailleurs, des bandits comme on les a présentés dans certaines opinions. Non, ce n'était pas ça. C'était des gens qui sont venus, qui sont revenus et puis qui sont allés ailleurs pour semer de la terreur. Et ça, c'est très dangereux. Et ce qui m'a davantage écœuré, et ce qui m'a sidéré, c'est le soir quand j'ai vu que le CNDD n'en fait pas cas. Le CNRD plutôt. C'est la même chose aujourd'hui. CNRD, c'est à peu près la même pratique. Non, c'est d'ailleurs la même pratique, malheureusement. C'est la même pratique. Bonnet blanc, bonnet. Oui. Et c'est regrettable. Alors donc, le soir, ils n'ont pas fait cas de ce qui s'est passé. Et moi, je leur dis que c'est un assassinat programmé de la liberté de la presse. Et déjà, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils interdisent aux médias privés d'accéder, ce qui n'est pas mal en soi, mais ils en font de trop désormais. C'est vrai que moi je trouve que c'est mal. Les médias, les médias ne sont pas autorisés à aller partout. Oui, mais ils interdisent les médias. Là où la presse publique va, la presse privée doit y aller. Voilà. S'il y a les médias, s'il y a une presse, qu'il n'y ait pas de deux poids deux mesures là. S'il y a une presse présente, ça doit être une presse plurielle. Alors, mais ce n'est pas le cas. Depuis qu'ils sont aux affaires. Malheureusement, eux, ils créent cette différence-là. Ils sont en train de ségréguer la presse. Moussa Dadis Camara ne faisait même pas ça. Je ne sais pas ce qu'ils cachent. Et ce qu'ils cachent, ça doit être malheureusement pas une bonne chose. Et parce que ce que nous voyons à la télé est totalement en décalage avec ce qui est dit dans la réalité dans la salle. Et parce que quand vous discutez dans les confidences des personnes qui sont présentes dans la salle, on vous dit par exemple des choses que vous n'avez pas entendues ou sinon qui ont été galvaudées dans le compte rendu. Dans la diffusion à la télévision nationale. Alors ça c'est une crainte. Et la fois passée à la primature, ce fut la même chose. Les journalistes n'ont pas été acceptés. On nous dit que la salle était petite. On dit que la salle était petite. Même aujourd'hui. Et peut-être que aujourd'hui, le salon d'honneur, l'arrivée du président Sierra Leone, les journalistes encore ont été bloqués au niveau du palais du peuple lors des consultations nationales. Aucun média privé n'a eu droit à la salle. C'est grave. C'est même gravissime. C'est une gente qui n'aime pas la presse. Et ça, on l'a dit dès le début. C'est une gente, non seulement elle n'aime pas la presse, mais malheureusement, au-delà, c'est une gente qui veut mettre sous cloche les voix qui dissonantes. Et c'est une gente également qui veut réduire au néant. Et donc les médias privés, et c'est une jeune d'ailleurs qui est décidée à aller en guerre avec les médias. C'est très grave. C'est un acquis qui existe. Ils doivent consolider cet acquis-là. Et parce que la démocratie, l'essence de la démocratie, c'est la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Et c'est garanti par les médias.
est garantie par les médias. Mais si vous ne voulez pas voir les médias, mais c'est tant pis pour vous. D'accord. La semaine dernière, on tirait la sonnette d'alarme lors de la rencontre avec les DAF pour rafraîchir un peu la mémoire de Monument. On disait qu'il fallait que l'information soit une information divulguée, une information vulgarisée pour empêcher les spéculations et autres. Donc je suis content qu'aujourd'hui ils reviennent un peu dans nos rangs. Parce que tout simplement ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une telle désorganisation lors des rencontres et les cérémonies, par exemple à la primature, à l'installation du Premier ministre, on nous a rappelé que beaucoup de désordre, beaucoup d'amateurisme dans l'organisation, chacun se tirait à boulet de la RTG ne va jamais avoir le courage de donner une telle information ou de montrer une telle information. Seule la presse privée peut à un moment donné, un temps soit peu, avoir comme on dit, l'estomac assez solide pour divulguer les informations que le CNRD ne voudrait pas. Vous savez, ils sont dans la logique de nous sommes des amateurs, nous essayons. Donc il faut faire le maximum pour cacher. Tous nos tares doivent être cachés. Parce que nous avons besoin de présenter peau neuve du point de vue de l'opinion nationale. Toujours une bonne image. Ils sont dans la guerre de propagation de la bonne image qu'ils n'ont pas. Ils se donnent une légitimité publique à la RTG, malheureusement, du point de vue des images, malheureusement qu'ils ne l'ont pas en background. Donc ce qu'il faut dire, aujourd'hui, je pense que c'est... Pourtant, il faut qu'ils aient l'amabilité de pouvoir collaborer avec la presse privée. On n'est pas là seulement que pour présenter à chaque fois les mauvaises choses. Mais s'ils continuent dans cet ordre d'idée, ça veut dire que les spéculations vont être relayées par la presse privée. Et la force, la force de vulgarisation qu'a la presse privée aujourd'hui. La presse privée, ce ne sont pas que les radios et les télévisions. C'est aussi les communications sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui, en une seconde, se divulguent à travers le monde entier. Cette pluie de réactions sur la page de l'émission en soutien et en solidarité à ce qui nous est arrivé. Et donc, si vous voulez cacher la réalité des choses, bien évidemment que les spéculations et les gros mensonges vont circuler et ce sera de mauvaises images encore une fois pour vous, comme le cas maintenant là. Quelqu'un le disait que le général Lansana Conté a permis la libération des ondes, la libéralisation autant pour moi des ondes, et que le président Alpha Condé aussi. Qu'est-ce que lui, à son tour, a donné la presse? Qu'est-ce que lui, il a donné la presse? On peut parler peut-être de la liberté d'expression parce que au début, il avait commencé comme maintenant. Et aujourd'hui, avec ce régime, avec ce changement de régime, on va demander peut-être dans les années à venir, qu'est-ce que aussi la junte au pouvoir, je veux parler bien sûr du CNRD, qu'est-ce que la junte a donné à la presse? Et parce que de la manière dont on est en train de partir, je me dis que quelque part, il y a, si vous voulez, cette aide floue qu'on est en train d'apporter à la presse même étrangère. Parce que quelqu'un demandait une fois, mais comment se fait-il que le plus souvent, lorsqu'il y a des informations, même si c'est en Guinée, ce sont les médias étrangers qui nous informent. Alors même pour le cas de la RTG, peut-être c'est un peu récent, sinon même au départ, les premières rencontres du CNRD, la RTG n'avait pas accès à la salle à un moment donné. C'était tout frais. Après, il y a eu des négociations. On a vu même la fois dernière qu'est-ce qui s'est passé avec le directeur général. On en a parlé dans cette émission. Peut-être que c'est à la longue après. C'est un média. C'est un média, oui. Il a fallu que la RTG négocie pour accepter. Pour entrer. La RTG dans la salle. Très bien. Et puis Dioma et puis tous les autres. Très bien. L'autre aspect. Il ne voulait pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il. L'autre aspect qui les oblige peut-être à accepter. L'autre aspect qui les oblige. Vous ne voulez pas que votre... Et malgré tout cela, on a fait le direct. Malgré tout cela, on a fait le direct. Vous vous autoproclamez président de la République. Président de la République, un chef suprême de l'armée. Et voilà. Vous ne voulez pas être filmé. Et vous ne voulez pas que votre action se retrouve sur la place publique. Que les gens soient en droit de commenter vos actions. On est en Corée du Nord. Média a assuré le direct de façon gratuite. Cet événement, l'acceptation cette cérémonie de prestation de serment du président du CNRD, nous avons assuré le direct. On a fait la synchronisation avec toutes nos antennes régionales. Et ce jour-là, toutes les télés étrangères ont récupéré les images de Dioma pour en faire écho. De la prestation de serment. À ce niveau, et même le CNRD a applaudi Dioma. Après le service. Pour le cas même de la RTG, peut-être il faut ajouter du fait que c'est par là aujourd'hui que les décrets passent. C'est par là que c'est une habitude. De façon officielle, oui, ça peut expliquer aussi. C'est un facteur qui peut expliquer peut-être l'acceptation aujourd'hui de
la RTG. Encore une fois, je dis, c'est une manière de pousser peut-être même une menace. Et ça devient une menace de la presse, locale. Il y a cette solidarité corporative. Naturellement, c'est une menace de la presse locale. Une menace de la presse locale vis-à-vis de la presse étrangère, parce que quand il y a des informations, on préfère donner ça à la presse étrangère que la presse locale. Oui, que la presse locale. La primauté est toujours donnée à la presse locale. Oui, Boubacar Samsobali. Alors moi, la méfiance globale que la junte a à l'égard de la presse est une chose, mais ce qui s'est passé à Dioma le samedi est une autre chose. Le colonel plus tard. Colonel Amara Kamara, qui n'est pas à confondre avec au secrétaire général de la présidence. Oui, pour ce qui s'est passé à Dioma, au-delà de l'attaque, au-delà de la descente même à Dioma, c'est, comme l'a dit Monuma, ce qui me préoccupe, c'est le silence entretenu depuis. Moi, je dis, la première fois qu'il y a eu bavure, depuis que la junte est arrivée, nous-mêmes, l'opinion publique, n'en avait été informé que par le biais d'un communiqué radiant le militaire qui s'en était rendu coupable. Les deux militaires. Voilà, les deux militaires qui s'en étaient rendus coupables. Exactement. Sauf que là, depuis samedi soir, l'événement a été particulièrement relayé dans toute la journée d'hier, et aujourd'hui matin, on n'a aucune réaction officielle du côté de la junte. Parce que moi, je me serais attendu à ce qu'on nous dise quand même, on se désolidarise de ce qui est arrivé. Que ce soit peut-être des gens qui ne pontaient pas un mandat. Ce n'est pas eux qui ont commandité. Non, attends, permettez. Parce que si moi, on suit la chronologie de l'événement, c'est-à-dire, vous vous rappelez, il y a dernièrement, nous-mêmes, nous relayons ici le communiqué dans lequel il était dit que quand des gens se présentent à vous au nom du CNRD, demandez-leur l'ordre de mission. C'est ce que les agents déployés à Dioma ont fait. On demandait que si vous... Sans oublier le numéro vert. Si vous conformez au contenu de ce communiqué, aux instructions du communiqué numéro 10, et vous vous faites agresser. Il faut être précis sur le numéro du communiqué. À la suite de ça, il n'y a pas de réaction de la junte. Personnellement, je ne comprends pas. D'accord, on va avancer. Allez-y, allez-y. Tu ajoutes vite fait. De toute façon, on a parlé de l'attaque, il faut être aussi... il faut être sympathique de ce qui est arrivé aux autres camarades et les blessés. Et les blessés, les deux blessés qui sont blessés. Parce que quand ils sont revenus, quand ils ont quitté ici, ils sont allés faire libérer leurs collègues qui ont été arrêtés, interpellés, qui étaient au niveau de la brigade de recherche. Ils ont été semés du bordel le colonel Amara Kamara. Et traumatisé pas que la famille, ils ont pris sa maman. Pas que le quartier, pas que la famille, mais tout le quartier. Mais ça c'est très grave. Et donc tout ça, c'était pour certainement avoir comment intimider ou sinon mettre sous déjà, ils ont même pris sa maman qui venait de la mosquée. Déjà une précision importante avant de clore sur ce dossier. Alors s'ils veulent bien entendu présenter une bonne image de leur action, je voudrais demander au président du CNRD d'arrêter d'encagouler ces hommes. On n'est pas quand même en Haïti où on est en lutte contre les gangs. Non, c'est important, Sonso. C'est important. Au-delà de l'ordre de mission, la première grosse erreur, c'est de laisser ces hommes-là toujours encagoulés. Ça veut dire que c'est leur identité. C'est comme ça. Voilà, c'est qu'on pouvait dire sur ces deux premiers dossiers. On avance cette fois-ci. Nous allons partir du côté de Kaloma, centre des affaires. Ce n'est pas pour parler de l'administration, bien entendu, mais pour parler de la mairie. Là-bas, nous apprenons qu'il y a une affaire de corruption supposée. Cette affaire est liée à la passation de 6 marchés pour une valeur de 7 milliards de francs guinéens. Qu'est-ce qui se passe réellement? Un des conseillers communaux est en ligne. Il s'agit de Fousseni Koné. Il est le président de la commission de développement local et partenariat au niveau de cette mairie. On refait le monde. L'invité. Fousseni Koné, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes conseiller communal à la commune de Kaloum. Vous êtes d'ailleurs le président de la commission de développement local et partenariat au niveau de cette commune. Nous apprenons qu'il y a une affaire de corruption supposée liée à la passation de 6 contrats. Expliquez-nous réellement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui concernant ces 6 contrats. Donc, je tiens tout d'abord à remercier Dioma Media pour cette opportunité ainsi qu'à vous, les journalistes de cette émission de Faire le Monde. C'est un devoir. Comme vous l'avez dit, c'est un processus qui a démarré il y a assez longtemps.
le conseil communal s'était retrouvé il y a quelques mois pour proposer 22 projets avec une valeur de 122 milliards soumis pour financement avec l'Africom. De 122 milliards, nous nous sommes retrouvés à 80 milliards. De 80 milliards, nous nous sommes retrouvés à 40 milliards. Les 40 milliards, la dernière information que le conseil communal a reçue, c'était de 14 milliards. Avant le coup d'État du 5 septembre. À la reprise des activités avec le TNRD, la commune a été saisie par une lettre dont moi-même je n'ai pas vu le contenu. Ça, c'est la semaine passée, faisant croire que le montant a quitté de 14 milliards à 7 milliards. Et ces 7 milliards correspondent au financement de 6 projets. Le mal dans cette histoire, je rappelle le principe, l'article 1 du Code des collectivités, qui stipule que la décentralisation est un système d'administration qui permet à des groupements humains géographiquement localisés une portion déterminée du territoire national auquel il est conféré la personnalité juridique et le pouvoir de s'administrer librement par des conseils élus. Pourquoi je rappelle ce principe? Parce que cette décision de passer le marché aux entreprises privées a été faite sans l'implication, sans l'information préalable, sans une décision du conseil communal qui est l'instance suprême de décision et de délibération au sein de la collectivité. Le processus d'appel d'offres a été lancé par le secrétariat général, un courrier qui a été reçu en date du 30. L'information d'affichage a été faite antidatée par le service administratif. Le 30 combien? Le 30 quel mois? Le 30 septembre. Le courrier, selon lui, il a reçu un courrier de l'Africom en date du 30. C'est quoi l'Africom? L'Africom, c'est l'agence de financement des collectivités. C'est une agence à l'image de l'ANAFIC. Ah, d'accord. L'équivalent de l'ANAFIC. Pour les 5 communes de Conakry, l'État a créé cette agence dont les revenus sont issus des taxes portières de l'aéroport et du port autonome. D'accord. Dont les prélèvements sont ici, donc qui collectent des fonds pour financer les activités des communes de Conakry. Allez-y. Donc voilà, il stipule qu'il a reçu le courrier en date du 30. Et si vous venez tout de suite à la commune, l'affichage a été antidaté, chose qui est une dérive administrative que nous condamnons. Et comment vous avez su? Permettez-moi. Comment vous avez su que la date est antidatée? L'affichage a été antidaté. Oui, ça a été déclaré par le secrétaire général lui-même, parce qu'il nous a fait comprendre qu'il a reçu le courrier en date du 30. Et l'appel d'offres qui est lancé, affiché au niveau de la commune, stipule que l'affichage a démarré le 28 pour respecter le délai de 10 jours imposé par l'Africom. Ça, c'est le premier. Le premier aspect, c'est le manque d'information au niveau du conseil communal, le manque d'implication des conseillers communaux à travers une session qui devrait être délibérée en lieu et place pour donner le cutus à l'exécutif de lancer un appel d'offres pour interpeller ou pour inviter les entreprises à se muser. Troisième aspect, jusqu'à date, ce n'est que ce matin, lorsque nous sommes venus à la commune, nous avons compris qu'il y a 14 entreprises soumissionnaires. Étant donné que le document d'appel, les DAO, ont été vendus, à combien ça a été vendu, nous ne savons pas. Et à qui ça a été déposé, nous ne savons pas. Le dossier d'appel d'offres. Par exemple, le dossier d'appel d'offres, à combien les dossiers ont été vendus, nous ne savons pas. À qui ça a été mis, nous ne savons pas. Quand je prends l'exemple, par exemple, sur la commune de Ratouma, nous avons appris que les entreprises qui ont soumissionné ont payé directement via le compte de la collectivité. Mais tel n'est pas le cas au niveau de la commune de Kaloum. Donc, ça, c'est le troisième aspect. Le quatrième aspect... Vous n'avez aucune information? Vous n'avez aucune information relative au paiement? Par qui ça a été payé, avec qui et à combien le montant par dossier qui ont été retirés. Et comme je dis, ce n'est que ce matin qu'on a appris qu'il y a 14 entreprises qui ont soumissionné. Donc, ces entreprises ont payé combien et ça a été versé à qui? Où est le reçu de paiement, etc. Nous ne savons pas. Oui, mais normalement, lorsque après délibération, les entreprises reçoivent des notifications pour échec ou validation de leur participation à l'appel d'offres, comment se fait-il que chez vous qu'il y ait autant d'opacité?
Voilà, donc c'est la raison pour laquelle nous avons, les conseillers communaux au nombre de 22, nous avons signé une pétition. Sur combien? Exigeant. Vous n'avez pas terminé, vous étiez en train de nous parler des anomalies. Il a parlé de DAO payés, on ne sait pas sur quel compte. Après, voilà, je vais revenir répondre à l'autre question. Après le quatrième point qui est relatif au DAO, l'autre aspect de la chose, c'est que le processus qui est légal en termes de passation de marché en République de Guinée ne sont pas respectés. Au niveau de la commune de Kaloum, il y a une commission qui a travaillé sur ces projets qui ont été soumis à l'Africom. Les membres de la commission ont été écartés pour simple cause parce que quelques individus se sont retrouvés pour anticiper, antidater la procédure, précipiter les choses, mettre l'appel d'offres en marche et de surcroît passer le marché, le contenu de marché de DAO à des entreprises qui les sont favorables. La cinquième des choses qui va être c'est le dernier constat que nous avons observé au niveau de la commune de Kaloum. Les appels d'offres ont été faits sans que la commission de passation ne soit mise en place. Ce n'est qu'hier, aujourd'hui, on a appris que les offres devraient être ouvertes aujourd'hui à la commune. Ce n'est qu'hier, qui était un jour non ouvrable. Hier dimanche, oui. Il y a hier dimanche et qui est anormal d'ailleurs. En principe, ça devait se faire au courant de la semaine passée. Une commission est mise en place pour recevoir les offres des entreprises qui doivent être ouvertes aujourd'hui. Mais malheureusement, ce n'est qu'hier que la commission a été meublée et les gens qui composent la commission ont été informés, certains ce matin, et que les gens ont été invités ce matin à venir devant un fait accompli pour ouvrir les soi-disant offres passées par des gré en gré avec des individus au niveau de la collectivité. Donc le tout couronné, pour revenir à la question, comment se fait-il, il y a toute cette opacité, oui. Je vais vous renvoyer, je vais attirer l'attention de l'opinion sur le fait que depuis l'installation du conseil communal de la mairie de Kaloum, notre administration peine à relever les défis majeurs d'ordre administratif de gouvernance, et cela est dû à deux facteurs essentiels. Un, au niveau central, notamment un manque de volonté du gouvernement d'alors, on parle du régime d'Alpha Condé, n'avait quasiment pas la volonté d'aider les communes de Guinée, notamment les communes de Conakry, à mener à bien leurs projets de développement social à la base. Mais plus fondamentalement, c'est un problème administratif au niveau de la commune de Kaloum, et aussi c'est un déficit, un blocage du circuit financier qui serait séquestré par des services déconcentrés au niveau de la collectivité qui ne donne pas bonne image à cette administration de pouvoir mener à bien des programmes de développement en faveur de la population au niveau du pays. Donc nous sommes réunis en conseil au nombre de 22 sur 29 conseillers communaux, ayant signé la pétition, exigeant à l'exécutif, notamment le premier vice-maire qui assure pour l'instant l'intérim, puisque je vous rappelle que Madame le maire Aminata Touré, elle est absente du pays à peu près 8 mois. Donc, pour des raisons de santé ou quoi? Pour des raisons de santé, le mal dans cette histoire, cette administration, le vice-maire, le secrétaire général et tous ceux qui s'en suivent ont passé ce processus sans qu'elle-même ne soit informée de la procédure de lancement d'un appel d'offres dans sa collectivité. Donc ça, c'est un peu le dernier niveau. Peut-être moi, je peux me dire que en tant que simple conseiller, je ne pourrais pas être informé. Peut-être qu'ils n'ont pas forcément besoin de m'informer, mais elle est la maire de Kaloum. On aurait dû la tenir informée du processus avant de lancer l'appel d'offres, mais telle chose qui n'a pas été respectée. Donc, vu tout cela, nous sommes réunis en conseiller. On a exigé la tenue d'une session qui devait avoir lieu le jeudi. À la demande du vice-maire, nous avons reporté la session pour le lundi. Aujourd'hui, nous sommes venus, en fort étonnement, nous avons vu que c'était cette commission de passation. Et la première décision que les conseillers ont tenue, c'est de suspendre les travaux d'ouverture des offres qui a été renvoyé à une date ultérieure. Et il y a eu des négociations qui ont été faites, des appels partis par là pour essayer de trouver une solution à l'amiable. Nous sommes dit de faire la session le mercredi. Mais pour le moment, il y a beaucoup de décisions qui sont déjà envisagées dans le cadre du bon fonctionnement. Le prolongement du processus de financement de ces projets avec l'Africom, et que les choses soient faites de manière transparente et que l'information soit là au niveau des conseillers, au niveau des services déconcentrés, voire même au niveau de la population, pour que les projets, les entreprises qui ont soumissionné, un projet qui doit être alloué ou attribué à une entreprise, que ça soit fait dans les règles de l'art. Et l'autre aspect qui est marrant dans cette histoire, il est prévu les 5%
qui s'élève à un montant de 350 millions de francs guinéens sur les 7 milliards. Et nous avons appris que ces 5% ont été occultés, retirés. Retirés par qui? Par la commune, par l'Africom, par l'État. Mais pour le moment, nous n'avons aucune information, puisqu'il a été présenté par l'ingénieur conseil de l'Africom. Sur chaque projet financé par la COFRA, il y a un pourcentage au nombre de 5% attribué à chaque projet qui est destiné pour les frais de suivi et d'évaluation du projet. Fousseni, j'ai toujours un petit problème avec la démarche. C'est vrai que vous avez une explication assez claire de la situation. Roby, dans la langue se démange tout le temps. Oui, bien sûr. Vous avez une explication assez claire de la situation, mais il y a quand même des mécanismes qui ont été mis en place, en mettant en place et la FICON au niveau des grands projets, au niveau des PRMP, de passation de services. Il y a des mécanismes qui ont mis en place pour filtrer tous les manquements que vous venez de dégrainer. Comment se fait-il que à la dimension d'une commune, qu'on en soit arrivé là, alors que le montant n'est pas colossal quand même? Oui, parce que certains ne veulent pas que nous passons par la procédure normale. Comme je vous dis, si déjà on a candidaté une information juste pour respecter un délai qui est déjà passé, on aurait dû dire à Africom, vous nous avez envoyé une lettre en date du 30, vous proposez un délai de 10 jours, nous allons commencer à afficher à partir du lundi, puisque le courrier est venu un vendredi. Mais puisque la première étape est biaisée, cela sous-entend d'une part, il y a quelque chose, certains cherchent à cacher quelque chose, ou soit nous voulons précipiter une procédure pour juste faire valoir les intérêts que nous voulons sauvegarder par Paul ou Pierre dans cette affaire. Donc c'est une gestion opaque, comme je le disais, c'est une gestion opaque, due essentiellement à un manque d'information, due essentiellement à la non-transparence dans la procédure, due essentiellement au non-respect des procédures de passation des marchés en République de Guinée. Donc sur quoi, le mercredi, lors de la session extraordinaire, nous, conseillers communaux de Gallo, nous allons exiger un prolongement pur et simple de la procédure afin que les choses soient dans les normes. D'accord. Avant que Sanso Bari ne pose cette question, je rappelle à nos auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent qu'en ce moment même, une délégation du Conseil national du Rassemblement pour le développement est actuellement dans nos locaux. Elle est conduite, cette délégation, par le colonel Bala Samoura. Et puis, ce message qui vient de nous arriver, qui émane d'un entrepreneur qui donne, il dit, c'est vrai, c'est de la magouille, que lui-même, il était parti, mais il n'a pas pu trouver du DAO. C'était déjà pré-réparti entre les éléments, entre eux là-bas, et même élargi aux éléments du gouvernement. On parle le cas de exactement. C'est le message d'un entrepreneur qui est allé chercher un dossier d'appel d'offres. C'est une catastrophe. Mais malheureusement, il n'a pas trouvé. C'était déjà partagé entre amis. Entre amis. Oui, Sanso Bari, la question. Justement, ma question porte sur cette proximité parce que vous avez évoqué une proximité entre certaines entreprises et certains membres de la commission qui a attribué le marché. Sauf que vous disiez ne pas connaître les entreprises en question, ça me pose un problème. Vous ne connaissez pas les entreprises, mais quelques-unes sont proches de ceux qui ont octroyé le marché. Ça veut, a priori, vous devez en connaître plus que ce que vous avez dit. Allô? Oui, je vous ai le soir, oui. C'est bon, vous avez... Je disais... Oui. Vous aviez dit que les 14 entreprises, vous ne les connaissez pas. Mais au même moment, vous avez dit que les marchés ont été attribués par certains à des entreprises qui leur sont proches. Alors, est-ce que ça veut dire qu'au-delà de ce que vous avez dit, vous connaissez quand même quelques-unes des entreprises et les liens entre ces entreprises et certains de vos collègues? Bon, à vrai dire, je ne connais aucune de ces entreprises, les 14 dont les noms ont été cités ce matin. D'accord. Je ne connais aucune de ces. Pourquoi j'ai dit que ça a été attribué? Parce que beaucoup d'entreprises sont passées, comme l'a dit celui qui vient de l'entrepreneur, beaucoup d'entreprises sont passées pour récupérer les DAO, mais elles faisaient comprendre que c'est déjà clôturé, les DAO sont là. Et si un appel d'offres, un document, une ouverture, un appel qui a été lancé le vendredi, et que le lundi, les gens viennent à la commune, les entreprises viennent pour se missionner, pour avoir l'information, on dit qu'il n'y a plus de dossiers. Cela sous-entend que les dossiers ont été redistribués à des entreprises qui les sont favorables. Donc, sur cette procédure, ce n'est qu'aujourd'hui nous avons compris que c'est 14 entreprises, lesquelles je ne connais même pas les noms de ces entreprises. Et seulement j'ai vu la liste 14. Je dis, bon, on en tient le chiffre 14, on va pour des fins de soins de vérification. Fousseni Kone, conseiller communal de Kaloum, vous êtes également président d'une des commissions. Merci à vous d'être passé dans cette émission. On refait le monde pour que bougent les lignes du développement et de la gouvernance sur Joma FM.
Lamine Monument Sissé, les habitudes ont la peau dure. Hein? Oui, les habitudes ont la peau dure. Et c'est catastrophique. Hein. Je suis catastrophé. Estomaqué. Par ce que je ulcéré. Non, au-delà. Et parce que ça, c'est encore très grave. Et ça, on n'est pas en train de parler des agissements de la junte qui sont circonscrits dans le temps. Ça va finir un jour. Mais ces mauvaises habitudes, et ça, on a l'impression qu'on n'en finit pas avec. Et parce que c'est ce qu'on a dénoncé depuis, et c'est ce qui continue. Et ça, c'est très malheureusement. grave. Et ce que j'ai constaté... Quand ça, la corruption se transforme en mode de gouvernance, c'est compliqué dans un pays. Et ça, on l'a tous remarqué. On a tous dénoncé ici des actions, la gestion opaque des communes par nos élus locaux. Et on a pensé peut-être que eux qui sont venus de nous et qui ont été plus ou moins, et ça il faut mettre ça entre guillemets, élus par nous, donc malheureusement se comportent autrement. Parce que c'est pourquoi on les appelle les élus à la base. Et alors, on a critiqué les autorités d'alors, mais malheureusement les opposants aussi qui sont venus occuper les fauteuils de ces mairies font plus que les autorités font la même chose que les autorités. Pour le cas de Kaloum, mais peut-être très rapidement parce que la dame, et ça j'ai été agréablement surpris d'attendre que la dame n'est pas là. Et parce que ça laisse très sincèrement m'étonner. Et parce que je connais sa façon de sa rigueur, je connais sa rigueur. Je connais sa rigueur. Et ça aurait pu m'étonner. On a profité de son absence. La dame soit présente et qu'on procède de cette façon. Avec une malversation à outrance, oui. Et donc ça, c'est la preuve de la qualité de gestion de Madame Aminata Touré, c'est qu'on apprécie bien l'éloquence et la façon de connaître le dossier de son agent, qui est très jeune d'ailleurs. Mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est qu'il faut remonter un peu en amont au niveau des services de passation des marchés publics. C'est là où il y a la grosse puanteur, c'est là où ça commence. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui faisait la réflexion, on dit, vous ne pouvez pas recevoir les DAF sans recevoir les PRMP parce que la chaîne de la corruption commence là. Tous les marchés qui seront des marchés à auditer sont généralement des marchés qui ont respecté la procédure des passations de marché et donc qui sont passés par ces services-là. Et donc, s'il y a malversation, c'est là que ça commence, les antidatements, les coupures de fonds à l'intérieur, et toute la malversation commence. Le choix sélectif des entrepreneurs et tout commence là. Les injonctions au plus bas. Vous savez, les communes ne sont pas assez puissantes, ce sont des petites agglomérations avec les fonds qui y vont ne sont pas des fonds colossaux. 7 milliards, c'est rien. C'est beaucoup. Non, c'est beaucoup pour vous, mais c'est beaucoup pour une commune. Non, mais attends, on n'a pas dit c'est pas d'autres dans d'autres pays, dans d'autres pays, on doit savoir comment c'est. D'où le montant a été géré. Ouais, ça, je suis d'accord. Il a même parlé de plus de 200 milliards. Exactement, on parle de plus de 200 milliards et on se retrouve à 7 milliards. Le gap est grand. 7 milliards, c'est pas grand. Donc je veux dire, il faut que ça soit assaini d'abord au niveau du PRMP, sinon ça ne marchera pas en bas. La précision, c'est 200 milliards. 200 milliards, on se retrouve à 7 milliards. Cette question de redevabilité, avant ça se posait entre ces mêmes élus locaux et les citoyens. On observe quelques minutes de pause. On se reprendra tout à l'heure pour la suite du débat. On va aller avec plusieurs autres sujets. À tout à l'heure donc.
Cissé, Sanso Bari, Cheikh Sadi Boundoy, Fadouba, Seko Keita et Roby vous donnent rendez-vous du lundi au vendredi de 17h à 19h dans ORLM. Votre émission de décryptage et débat de Joma Media. Retour ici dans ce studio sur ce plateau et l'émission se poursuit. Nous allons tout à l'heure nous intéresser à cette suite de rencontres entre le CNRD, les DAF élargi aux responsables des ressources humaines. Mais avant, on va s'intéresser d'abord au collectif des députés qui a écrit à la junte pour le paiement de leur émolument. C'est bien la 9e législature qui a été dissoute au lendemain du coup d'État du 5 septembre dernier. Mais nous allons prendre quelques messages. Il y a toujours l'entrepreneur qui continue à nous envoyer des messages. Il dit qu'à son avis, rien n'a changé de la procédure d'octroi des marchés. Et comme le faisait État des disponibles, ils veulent faire croire au CNRD qu'il faut engager des projets pour que les gens puissent croire qu'il y a un changement. Pourtant, eux-mêmes, ils font passer les magouilles encore. Il y a également d'autres réactions concernant, bien entendu, il y a M. Abouakar Bigop Kaba du PADES qui dit « Bonsoir cher Homo et bonsoir à toute l'équipe. Cette descente musclée des hommes en uniforme dans vos locaux, y compris cette autre façon de déloger et y compris cette autre façon de déloger les anciens commis de la République sont à condamner avec la dernière énergie. Il faut toujours accepter d'y mettre la forme. C'est important puisque l'ancien régime, il faut dire au CNRD de se ressaisir et que tout n'est pas permis. Très bon début de semaine à tout le monde. Bon début de semaine à vous également. Monsieur Kaba, il y a un auditeur du côté du Maryland. Nous sommes bien aux États-Unis. Il salue Dioma. Le parcours de l'homme ne fait pas défaut, mais je reste dubitatif sur sa connaissance de l'administration guinéenne, dont la mauvaise habitude chez les cadres guinéens et leur second, c'est vraiment quelque chose de compliqué. C'est bien Mori Kourouma depuis Maryland, les États-Unis. Il renchérit en disant « Salut Dioma, personnellement je condamne avec la dernière énergie l'action incivile du CNRD à votre média ». Il signe en disant oui, Bouakar Sanso Bari, on était bien entendu sur ce dossier rocambolesque du côté de la mairie de Kaloum. Alors moi, ce que j'admire, c'est le courage qu'ont certains, c'est-à-dire au moment... Parce que si on m'avait dit que tout cela s'était passé avant le 5 septembre, j'aurais dit peut-être qu'ils ont habitué au discours sans lendemain du président Alpha Condé. Mais la junte est arrivée le 5, avec tout ce que vous avez vu, les promesses de changement, la rupture et tout ça. Et on dit que c'est le 30 septembre là que ça a commencé. Ça veut dire que les gens ne se laissent vraiment pas... C'est pourquoi j'ai dit que les habitudes ont la peau dure dans notre pays. Les gens n'ont pas peur. Ils ne se laissent nullement impressionner par les discours. Ils se laissent aller à leur petite magouille ou à leur grande magouille parce que c'est selon la perception... Malgré les différentes convocations d'explications. Exactement. Les DAF sont convoqués, sont apeurés. Pourtant, les responsables des ressources humaines sont apeurés. Mais quelques-uns sont en train de mettre ça de côté. Ils pensent qu'ils ne sont inaccessibles. Donc, je pense aussi que on a adressé le même message au président Alpha Condé à un moment donné. Il faudrait que, tout comme nous l'avons dit tout à l'heure, respecter la procédure, rester dans la sérénité, mais à un moment donné, il faut passer des discours aux actes, peut-être pour que les gens croient peut-être à la volonté du changement. Voilà, oui, Ndoye n'avait pas terminé. C'était juste cette question de redevabilité. Avant, c'était... Le problème se posait entre citoyens et élus locaux, ce qui n'a jamais été le cas. Aujourd'hui, cette question de redevabilité se pose entre eux-mêmes, élus locaux. Et donc, je pense que à ce niveau, il faut soigner cela pour éviter que de telles situations se répètent. Il y a M. Poulo Toro de l'Insan aussi qui nous écrit « Bonsoir M. Condé et toute l'équipe. Le CNRD doit éviter les erreurs du passé car nous sommes quand même dans un état de droit et ceci pour salir les multiples efforts du colonel-président Mamadi Doumbouya. Cependant, les journalistes ont besoin de plus de protection, pas d'intimidation et ils doivent être traités comme les meilleurs acteurs du développement de notre pays. On va s'intéresser à ce troisième sujet inscrit à l'ordre du jour. C'est bien cette lettre
écrite au président Mamadi Doumbouya par un collectif de députés, dont Boubacar Sidig Diallo, député déchu bien entendu, Lamine Monyouma Sissé. Est-ce que vous avez déjà le courrier et pour qu'on puisse, puisqu'on me fait signe qu'il est déjà en ligne, donc nous allons partir sur le terrain pour le faire réagir sur le pourquoi, le mobile de la rédaction de ce courrier adressé au président du CNRD, président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya. On refait le monde, l'invité. Honorable Boubacar Sidig Diallo, bonsoir. Bonsoir. Honorable, on a envie de comprendre le motif de votre courrier. Est-ce que c'était une créance que vous aviez vis-à-vis de l'État, ou alors, parce qu'il ne faut pas oublier que votre institution est déchue. Dans quel contexte vous écrivez d'abord ce courrier pour éclairer la lanterne de l'opinion publique? Quel est le mobile? Quel est le mobile? Merci Roby, et merci à tous les confrères. Vous savez, en République de Guinée, il y a un code du travail qui dit que lorsqu'un salarié a travaillé les 30 jours du mois, il doit bénéficier d'un traitement équivalent. Et c'est un droit qu'on ne peut pas aliéner tant que, pourvu que ce travail soit exécuté. Nous avons travaillé le mois d'août, on a droit à un salaire et à des primes. Et le 5 septembre, la junte a pris le pouvoir, donc tous les fonds ont été, tous les comptes ont été gelés, et nous réclamons que le temps de ce travail soit payé. Et je pense que c'est un droit qu'on est en droit de réclamer, de temps que la junte a dit que sa boussole est la justice, alors le temps qu'on a travaillé, on est en droit de le réclamer. Voilà. Mais est-ce que vous ne vous dites, simple pour ça. Est-ce que vous ne vous dites pas quand même que c'est une situation exceptionnelle, parce que si vous êtes employé, là vous ne le réclamez pas à votre employeur qui était peut-être le président de l'Assemblée nationale, vous réclamez, c'est un autre ordre que nous vivons aujourd'hui. Est-ce que vous ne trouvez pas que la situation est particulièrement exceptionnelle pour comprendre peut-être que vous aussi vous sacrifiez ce montant-là? Ce mois de salaire, un mois de salaire. D'abord, notre employeur n'est pas le président de l'Assemblée. Notre employeur, c'est l'État guinéen. D'accord. Et dans le cadre de la... Qui vous reconnaît plus, qui ne vous reconnaît plus depuis le 5. Par conséquent, qui vous a dissous. Mais vous avez dit... Ça, c'est important de le rappeler de passage. Excusez-moi. Vous savez, lorsque quelqu'un réclame, demandez-lui sa source de droit. Allez-y. Vous avez travaillé 30 jours au cours desquels on était reconnu, on existait, nous sommes une institution qui est là à suite des élections. Oui. Maintenant, il y a deux opinions. Il y a les spéculateurs politiques qui pensent comme ils pensent, mais il y a le droit qui est là. Alors, si aujourd'hui on réclame un travail consommé, pour nous confondre à ce qu'on a réclamé, pas aller à dire que puisque l'institution a été dissoute, donc il faut oublier les droits acquis. Non, qui vous a dit ça? Si une société ferme tout de suite, la loi dit qu'il faut régler les travailleurs. Alors, ça ne veut pas dire que lorsqu'une entreprise ferme, même privée, que tous les travailleurs doivent rentrer chez eux et ne plus réclamer le temps de travail effectué. Ce dont on parle... Vous avez vu ça? Non, permettez-moi. On parle du droit, là, on ne parle pas de politique. Ce dont on parle... La politique, on peut spéculer. Oui, mais on parle de politique, là, c'est la politique. C'est le changement de l'ordre politique qui a fait qu'on ne vous reconnaît plus. Donc, il y a une situation exceptionnelle, comme l'a dit Sanso tout à l'heure, qui fait que malheureusement, vous ne pouvez plus demander votre dû. Alors, moi, ma question est de savoir, et parce que j'ai pu avoir à travers un de vos collègues, que je ne vais pas citer ici, c'est important, le dit courrier, c'est qu'il n'y a que 10 députés qui sont signataires de ce courrier. À part ce sont les 9 autres. Qui sont les 9 autres? Au-delà, vous pouvez les citer puisque vous avez le courrier pour certifier effectivement. Citez les autres noms. Est-ce qu'on aura le temps de citer? Bien entendu, c'est 9 noms, c'est important. Tous ces noms. Oui, c'est important. Alors, au-delà, permettez-moi, je vais lui poser la question. Non, je voudrais que vous donniez d'abord les noms. Parce que lui, il le sait.
l'opinion n'a qu'à le savoir que vous avez le courrier. C'est important. Les différents noms. Oui. Allez-y, oui. En plus de Aboubacar Sidiki Diallo. Il est le premier signataire. Allez-y, oui. Aboubacar Sidiki Diallo. Oui. Il y a honorable Fodé Mohamed Souma. Jessie, oui. Il y a honorable Dr Diallo Ibrahima Souri. Oui, Bok, oui. Il y a honorable Elage Dembo Sila. Mais lui, il n'est pas nécessiteux. Honorable Dr Moussa Souma. Non, ce n'est pas une affaire de nécessité. Allez-y. Il y a honorable oui. Honorable So Ablaï. Honorable Mohamed Lamine Kaba. Fidèle. Honorable Elage Malik Sila. Honorable Maître Pépé Koulemou. Et honorable Elage Mamadou Sila. Ah bon, le chef de file? Le chef de file l'ancien chef de file de l'opposition parlementaire. Maintenant, est-ce que vous certifiez ces noms? C'est important. Oui, mais attendez, il ne peut pas dire le contraire. Boubacar Sidiki, vous êtes là? Oui, d'abord je vais vous détromper. D'abord je certifie les noms. D'accord, c'est important. Je les confirme. Et ensuite, vous devez savoir une chose. C'est pourquoi on a dit collectif des anciens députés. C'est-à-dire que la lettre engage les signataires. Ça, c'est un. Et deuxièmement, un seul député peut réclamer son droit. On n'a pas besoin d'être un collège ou d'être toute l'Assemblée dissoute pour réclamer un droit individuel. Le salaire ce que vous est faites, individuellement dans le courrier, c'est pas une réclamation individuelle, mais vous le faites. Oui, vous réclamez au nom. On a l'impression que vous le faites au nom de tout le monde parce que vous demandez pour que tout le monde soit payé. Les primes pour tous les députés. Donc les primes de la dernière session extraordinaire et les salaires du mois d'août. Alors, par conséquent, il fallait informer, même si tout le monde n'y adhère pas, mais il fallait informer tout le monde de la démarche à entreprendre avant d'écrire le courrier. Et c'est justement contre cela se sont levés vos collègues qui, notamment Badiko sur le Djeli, qui a dénoncé cette attitude-là. Et comment vous réagissez à cela? Non, mais je pense que Doyen Badiko, peut-être il le dit de façon politique, mais de façon juridique, il n'a aucun droit à contester lorsqu'un citoyen exige son droit. Il ne peut pas, moi, m'empêcher de réclamer mon dû légalement. Donc, s'il le dit, c'est peut-être sur le terrain politique. Vous savez, sur le plan politique, les gens, même les pêcheurs peuvent parler des données astrologiques. Vous comprenez? Chacun va aborder des sujets qu'il ne maîtrise pas forcément. Je vous dis, un seul député est en droit de réclamer son dû. Et la boussole est ce qui gouverne les pas de la transition. Alors, c'est nous, quand le président nous dit, au lieu de le juger sur les intentions, on le juge sur les actes. Maintenant, des gens ont travaillé au compte d'une institution, la deuxième institution de la République, et ils n'ont pas été payés, et on demande à ce que le président de la République leur remette dans leurs droits. Si les uns et les autres pensent qu'il faut demander l'avis de Paul ou de Pierre, ça n'engage que. Honorable Badiko, il est honorable, il peut renoncer à son droit, mais il n'a pas le droit de contester la revendication légale des autres. Voilà, c'est vrai que vous n'avez pas demandé pour tout le monde, mais c'est la question de payer. Est-ce qu'on peut vous payer et laisser les autres? Ça, c'est un. Deuxièmement, comment est-ce que vous avez eu l'adhésion de l'ancien chef de file de l'opposition qui, naturellement, aurait pu se démarquer? Non, mais écoutez, encore une fois, ce qui nous revient de droit, nous revient de droit. Tous ceux qui ont, comme on dit, les tripes à réclamer ces droits, alors ils les réclament. Aujourd'hui, les gens n'osent même pas parler. Ça fait 1 mois, 6 jours, 7 jours, depuis que l'Assemblée a été dissoute, personne n'ose lever le petit doigt. Alors, si nous, on ne veut pas aller dans ce sens-là et on réclame nos droits, mais c'est aussi simple que ça. Maintenant, comment le président va payer? On n'a pas dit à monsieur le président, c'est toute l'Assemblée qui vous demande ça, c'est prétentieux. On a parlé au nom des signataires, mais en faveur de tous ceux qui pourront bénéficier de ça. C'est un droit commun. Quand ils vont commencer à payer, ils savent que, c'est-à-dire le droit qu'ils auront, le devoir qu'ils ont de nous payer, c'est le même devoir qu'ils ont envers tous les autres députés. Sauf ceux qui vont dire, comme honorable Badiko, il ira dire au président, je renonce à ce droit pour des faits qu'il va défendre parce qu'il n'est pas d'accord avec la démarche. Alors vous parlez de vos droits qui vous
vous dites que c'est votre droit de réclamer vos primes et le salaire. Maintenant, le mois travaillé, impayé. Oui, maintenant je dis qu'il se trouve que pour beaucoup de citoyens, on va dire que leurs droits sont violés ou en tout cas sont gelés parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas sortir du pays, il y a des gens dont les comptes sont bloqués, dont les comptes sont gelés. Est-ce que vous pensez que le moment est indiqué pour que vos droits, vous revendiquez de vos droits pour faire plus légitimes, leurs droits sont plus légitimes. Faire cette revendication. Le droit Vous répondez à sa place? Non, c'est une question que je pose. C'est pour c'est pour enchérir. Monsieur Chanso. Oui. Monsieur Chanso. Oui. Pour rester en justice, il faut avoir le droit, la qualité et l'intérêt. Alors, quand on réclame un droit, c'est quand on a intérêt et on a le droit lui-même, celui qu'on réclame. Nous, on a réclamé notre droit. Ceux qui sont dans les positions que vous décrivez aussi ont des droits qu'ils peuvent réclamer. Vous n'allez pas mettre tout le monde ensemble. Si, je vous donne un exemple pratique. Oui. Sur la circulation routière, lorsque quelqu'un vient, il prend un sens interdit, il passe. Et vous venez, le policier vous arrête. Vous allez lui indiquer tous ceux qui ont violé le sens interdit qu'il n'a pas arrêté, lui demander de faire ça avant de vous arrêter? Non. C'est-à-dire que chaque citoyen a des droits inscrits dans nos textes et il appartient à chacun d'exiger ses droits. C'est aussi simple que ça, on ne va pas tout mettre dans le même panier. Boubacar Sidig Diallo, ancien conseiller du CNT, ancien député du Parlement déchu. Merci à vous d'être passé dans cette émission et président du parti l'UMP. L'actualité sociopolitique décryptée à chaud avec nos spécialistes maison. Oui, Lamine Mounima Sissi. Oui, c'est pathétique. Vous êtes resté sur votre fin ou non, pas qu'est-ce qui est pathétique quelqu'un revendique à son droit, vous trouvez cela pathétique? Non, attendez, parlons sérieusement. Attendez, d'abord nous sommes dans une émission sérieuse. Oui, justement. Exactement. C'est pas parce que ça ne vous convient pas que vous pensez que c'est pas sérieux. C'est pourquoi je dis qu'il faut parler sérieusement. Allez-y, oui. Alors, je dis le droit, c'est le droit. Oui, attendez. Allez-y. On a parlé de beaucoup de choses ici qui sont aussi du domaine du droit. Ouais. Et on traverse une période exceptionnelle. Au-delà, je ne parle même pas de ça. C'est vrai, le droit, c'est le droit. Mais une institution désavouée, et ça c'est une chose, ça ne veut pas dire que si l'institution est désavouée, ceux qui composent cette institution n'ont pas le droit de réclamer, n'ont pas droit de réclamer leurs droits. Mais une institution dissoute, dans les conditions que nous connaissons, ce n'est pas la seule institution dissoute. Alors si on dissout cette institution, ça veut dire que tous les droits et les privilèges liés au poste, et ça vous ne pouvez pas les avoir parce que c'est à l'institution que vous devez demander, mais pas à d'autres. L'institution elle est dissoute, elle n'existe plus. Non, je suis pas d'accord avec Monument. Oui, allez-y. Cela doit être établi dans le temps. L'institution est désavouée à telle date, à commencer par cette date. Non, tu as parlé, on t'a écouté. À commencer par cette date, les privilèges auxquels il fait allusion ne seront plus respectés. Mais cela ne veut pas dire qu'il bien évidemment que monsieur le député... Une prestation faite en arrière ne doit pas être... Attends, même si elle est dissoute, elle n'était pas dissoute avant la loi n'est pas rétroactive, Monument. Ils ont travaillé à l'État, c'est une continuité. Même si l'institution est dissoute, la dissolution de la Constitution, la dissolution de toutes sortes de dissolutions ne veut pas dire que l'État ne doit plus exister ou l'État n'existe pas en tant que tel. Présente-moi par contre la situation en me disant du point de vue éthique et du point de vue image, peut-être qu'il devrait se réserver de réclamer, mais ils ont absolument le droit légitime de réclamer leurs prestations. C'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que du point de vue du droit, il n'y a aucun problème. Mais du point de vue de la morale, c'est une des institutions les plus controversées de ces dernières années. Si, à leur place, si j'étais membre de cette institution, honnêtement, j'aurais oublié ça. Parce que je pense que ce sont plutôt des députés qui ont intérêt à réacquérir une certaine image auprès de l'opinion. Ce n'est pas des gens qui devraient... Et des chefs de parti en plus. Honnêtement. Oui, cette question de morale s'explique par le fait que sur plus de 100 députés, il n'y a qu'une dizaine. Oui, mais ça n'est pas même un seul qui réclame. Ça explique. Ça explique ce qu'on est en train de dire, cette question de moralité. Sinon, c'est tout à fait normal quand même de demander. C'est leur dû. Mais ça explique encore le fait que le nombre 10, c'est combien 100? Ça veut dire que on pouvait vraiment se réserver. Et la question même, je lui ai posée, malheureusement, il n'a pas répondu pour le cas de Mansilla. Je ne sais pas comment est-ce qu'on a convaincu l'ancien président le chef de l'opposition pour qu'il soit
dans la danse. Et vous avez posé la question pour une question de nécessité. Est-ce que réellement ces gens-là sont nécessiteux pour réclamer quand même un mois de salaire? Et puis un mois. Moi, j'ai demandé la question. Je demandais à Sidiki d'ailleurs, parce que avant qu'on ne vienne dans ce studio, je le demandais pour moi. Quand j'ai entendu arriérer, je m'attendais à 3 à 4 mois de salaire. Ce n'est pas, c'est un mois de salaire. C'est pas petit. De salaire. La Marana Yemberen Diallo nous notifie ses sincères solidarité totale et soutien par rapport à ce qui est arrivé au groupe Joma Media, vivement un état de droit et le reste des procédures légales. C'est bien l'un des responsables donc de l'UFDG, précisément du bureau fédéral de Ratoma. Et puisqu'on parle toujours de Joma, je rappelais tout à l'heure que colonel Bala Samoura était dans nos locaux. La régie me fait signe qu'un extrait de son intervention est déjà prêt. Au lieu de patienter, on va suivre cet extrait. Il était tout à l'heure en tête à tête avec le directeur général, M. Khalil Oularé, et l'ensemble des autres membres de la direction et le personnel. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons suivre rapidement colonel Bala Samoura. Bon, le motif, dans un premier temps, je commence à vous dire que nous sommes envoyés par M. le Président de la Transition pour venir effectivement faire le constat sur ce qui s'est passé avant-hier soir ici. Et deuxième point, profiter de l'occasion, mettre Joma en confiance, que ce qui s'est passé, ce n'est qu'un incident entre deux corabiers qui a voulu affecter le moral des travailleurs de Joma. Et cet incident entre deux corabiers, ça va se régler au niveau de la hiérarchie militaire. Mais de l'autre côté, le fait que cet incident ait eu un effet négatif sur le moral de Joma, il fallait venir les mettre en confiance, que rien n'a été initié ou intenté pour venir les saper ou les empêcher de travailler. Et Joma a été toujours au cœur des activités du CNRD, à moins qu'il soit un jour dans une faute grave. Mais pour l'instant, Joma n'a pas été destinataire d'une action de déstabilisation de la part des nouvelles autorités. C'est cette mise en confiance de la part de M. le Président qu'on est venu faire ce soir. Voir est-ce qu'il y a eu des casses. On l'a vu ensemble, il n'y a pas eu de destruction, il n'y a pas eu de casse. L'incident n'a produit aucune casse sur les installations de Joma. Mais cet incident, une fois de plus, j'insiste là-dessus, ça a été une incompréhension entre le policier posté ici et la patrouille qui était de passage, qui a voulu vérifier une information. Mais question de susceptibilité entre l'agent posté et la patrouille qui avait pour mission de vérifier une information, ça n'a pas marché. Et ça a fait que ça a créé ce que ça a créé. Donc faire ce petit constat, mettre Joma en confiance, que ce n'est pas une mission commandée pour venir le saper le moral ici. Qu'il peut compter sur nous. S'il y a des sujets de sécurité, qu'il passe par la voie officielle, se faire affecter des agents qu'il faut. Mais l'objectif des autorités, c'est de vraiment pouvoir, dans un bref délai, offrir une sécurité à l'ensemble des populations. Sinon, si chacun se cherche un policier, un gendarme, un militaire devant sa porte, les camps vont se vider et on ne pourra pas s'occuper de la chose publique. Donc c'était ce petit point que j'avais à vous dire, tout en vous disant merci et à très bientôt. Vous écoutez On refait le monde, votre rendez-vous quotidien de décryptage de l'information sur Joma Media, et vous faites bien. En tout cas, c'était sollicité, demandé, attendu. Maintenant, c'est fait. Les hautes autorités du CNRD sont venues rendre visite aux travailleurs. Oui, pour être long, au début, il n'a pas voulu lâcher l'information. Je parle du colonel Bala Samoura. Oui. Il était plutôt dans une communication, dans une stratégie de communication, comme pour dire que nous ne sommes pas responsables des accrochages qui sont venus. C'est une erreur entre les policiers qui sont venus et les agents. Les policiers qui sont sur place. Mais vers la fin, il dit que chacun ne doit pas s'affecter des policiers et trucs. Et il demande à ce que ça se passe dans les règles de l'art. Donc c'est une information à vérifier. C'est-à-dire qu'ils sont venus informer une information. Malheureusement, ça s'est mal passé. Mais encore une fois, je veux dire qu'il faut quand même éduquer les agents qui partent sur le terrain pour soit un peu recueillir des informations, qui doivent garder le moral
ils doivent garder leur sérénité, ils doivent être flegmes par rapport à des échanges, parce que là, sinon, ça risque de partir en vrille. Hein. Ouais, Lamine Monument Sissi. Oui, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, mais je n'ai pas été convaincu par ses propos. D'abord, il dit un incident. Il semble être dans la banalisation. Un incident. Le policier a fait son travail. Le reste, on peut en débattre, mais le policier a demandé à... Mais il court des représailles, à l'entendre parler. Mais bien sûr. Il court des représailles. Mais bien sûr, pour avoir joué convenablement son travail. Pour avoir fait son travail. Attendez, parce que quand on dit le reste passe se régler au niveau de la hiérarchie militaire, oui. Le communiqué 10 de CNRD dit que tout agent qui se présente devant vous et qui n'a pas un mandat des autorités, donc on ne lui permet pas à cet agent-là de pénétrer, d'accéder à votre cours. Alors, c'est ce que le policier a demandé gentiment à l'agent. Tout doucement. Tout doucement. Oui. Et malheureusement, il n'a pas obtempéré. Encore, sa hiérarchie est intervenue. La hiérarchie du policier est intervenue pour demander à l'agent qui n'a pas le droit d'y accéder s'il n'a pas un mandat. Alors, et après, c'est Bala Samoura qui vient nous dire, petit incident, compréhension, il fallait le laisser rentrer. Il est dans le déni. Il est dans le déni. Il est dans la banalisation de l'acte commis. C'est au-delà de la banalisation. C'est très grave. Et parce que c'est un principe qui est fixé. C'est un principe qui s'impose à tout le monde. Qui s'impose à tout le monde, qui doit être respecté. Alors, à où on revient pour rapporter ce communiqué qui a été diffusé, le communiqué numéro 10, pour nous dire que tout agent, comme on appelle dans l'accoutrement des forces nouvelles, en cagoulé, qui se présente à vous nuitamment ou en dirune, donc permettez-le de rentrer et de faire du bazar dans votre cours, et après chacun endosse la responsabilité. Donc celui qui a permis à l'agent et bien évidemment la hiérarchie militaire, où on soit dans le respect de ce principe-là. Et après, il s'est passé autre chose. Donc ça ne les disculpe pas. Parce qu'après, ça ce n'est pas un petit incident. Ils sont allés ailleurs où ils ont fait autre chose qui est nettement en décalage avec ce qui doit être fait. C'est vraiment grave. Ils sont venus, c'est bon, mais il est encore toujours dans la banalisation. Et ils se disculpent et pourtant ils sont coupables, bien évidemment, de ce qui s'est passé et qui n'est pas... Sans se barrer rapidement avant qu'on ait en ligne monsieur Maître Mohamed Traoré, qui est un des avocats du Front National pour la défense de la Constitution. Alors, ce que nous avons comme premier enseignement de cette intervention, c'est que ce ne sont pas des éléments incontrôlés qui sont arrivés. Et ça a toujours été notre position. Voilà, ce ne sont pas des éléments incontrôlés. Et nous venons d'être confortés. Voilà, ils ont été mandatés par le CNRD. Maintenant, je trouve que il faut assumer, il y a une erreur qui a été commise, disons, je l'assimile à une erreur, c'est qu'on n'a pas muni les agents en question d'ordre de mission. Parce que fondamentalement, tout est arrivé à cause de ça. C'est-à-dire, si les gens étaient munis d'un ordre de mission qu'ils avaient présenté, je pense que le policier n'aurait pas résisté. Imaginons un seul instant que ce soit des éléments incontrôlés qui étaient arrivés. Est-ce que le policier devait leur permettre de rentrer sans leur demander un ordre de mission? Est-ce qu'il aurait fait sa mission? La deuxième chose... que 6 000 Bala Samoura, il faut laisser tout le monde. La deuxième chose... Tous ceux qui se présentent à vous et qui est habillé en militaire, il faut le laisser rentrer. La deuxième chose, c'est l'heure à laquelle la descente a eu lieu. Honnêtement, du point de vue de la loi, c'est même pas... 22 heures. Non, je dis entre 7h et 19h. On a suffisamment le temps de venir vérifier tout ce qu'on veut. C'est-à-dire, l'installation Dioma n'aurait pas déménagé. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas pu le faire de 6h à 19h le samedi, ils auraient pu le faire de 6h à 19h le lendemain dimanche. Donc, pour moi, ces deux éléments, venir à 22h passées, venir sans ordre de mission, pour moi, ça donnait la légitimité aux policiers de demander des vérifications, un certain nombre de vérifications, d'autant que il y a un communiqué du CNRD qui nous demande explicitement, parce qu'ils disent qu'il y a des gens incontrôlés qui font ce type de descente, et on nous a demandé explicitement vérifier, on nous a même donné un numéro. Alors, si quelqu'un obéit strictement au contenu de ce communiqué, après c'est lui qui se retrouve blâmé, finalement je ne m'y retrouve pas. Il y a M. Rafamoussa Maka Djabi qui dit: bonsoir Condé, bonsoir à toute l'équipe, de la solidarité des médias et journalistes, des citoyens à cette visite de
Lamine Guirassi et ses chroniqueurs des GG, jusqu'à cette visite du colonel Bala Samoura, en passant par ceux du groupe Évasion Guinée et quelques membres du CNRD. J'invite Lamine Monyouma Sissé et tout le personnel au pardon, solidarité pour Djoma. Oui, l'exemple qu'il a donné, c'est que ces gens sont venus. Quand quelqu'un vient déjà pour la régie, dire que nous sommes venus pour vérifier quelque chose, il fallait les laisser vérifier et puis c'était fini, on n'allait pas arriver là. Ça en dit long que la mission peut-être était commandée. Mais la partie où il faut beaucoup insister, c'est au niveau de la compagnie mobile d'intervention de sécurité CMIS. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on va se dire plus ou moins qu'avec Dioman c'est arrangé, ok d'accord, mais les policiers qui ont été ici et qui ont sauvé. Oui, mais attention. Mais en même temps, mais ça doit nous intéresser. Mais c'est parce qu'ils ont cherché à assurer, Roby, c'est parce qu'ils ont cherché à assurer la sécurité de Djoma. Déjà, il y a eu des représailles. Ils sont partis chez le commandant. Oui, mais c'est pas Roby, c'est intéressant. Non, Roby, si c'est ton gardien qui te fait ça, après, toi, le problème est arrangé. Tu vas dire, mon gardien, celui qui sait, tant pis pour lui. Il n'a qu'à s'arranger. Ce n'est pas gentil. D'autant plus qu'ils ont déjà commencé les représailles. Ils sont partis chez le colonel. Ils ont gâté apparemment. Ils ont saccagé une somme de 50 millions. Mais il vous a dit que ça va se régler. A été emporté. Sa maman a été prise. Mais le colonel vous a dit que ça va se régler. Pendant qu'elle revenait ou encore qu'elle partait à la mosquée. Voilà, bien dit. On va régler ça au niveau de la hiérarchie. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut insister pour ne pas qu'il y ait de représailles. C'est extrêmement important. Il y a même des menaces. Il y a déjà eu la représaille. Parce que tout à l'heure même, on a vu la réaction de la dame Aminata, colonel Aminata, on a vu ses réactions. Celle qui lui communiquait souvent. Non, ça là, pour ça là, on va régler ça entre nous. Ça, il ne faudrait pas qu'il y ait de représailles par la suite. D'accord. Quand il dit que ça va on va avancer, oui. C'est pour aller mettre au Niouf les policiers, les colonels qui ont pourtant fait leur travail. Vous n'avez pas la garantie. Vous n'avez pas cette garantie, il ne faut pas spéculer. Non, il ne faut pas qu'il y ait de représailles. Bouakar Sidiga qui me charge de vous dire, Bouakar Sansobari, que le droit est plus moral que la philosophie de moralité dont Bouakar Sansobari fait allusion, qu'il a également omis de nous accorder bien entendu son soutien ferme par rapport à notre agression. Est-ce qu'il est en ligne, maître Mohamed Traoré? La technique s'emploie pour pouvoir l'avoir très rapidement afin qu'il puisse nous dire quelle est aujourd'hui la réaction des avocats du FNDC suite bien entendu à la suspension de la Guinée au niveau de la Cour de justice de la CEDEAO. Quelles sont les implications, les conséquences? Maître Mohamed Traoré va essayer de tout à l'heure de répondre à ces différentes questions. Mais en attendant, oui, comment vous avez trouvé cela? Est-ce que c'était une suite logique? Le 5 septembre, le coup d'État est intervenu. Et quelques jours après, le pays est suspendu des instances dirigeantes de la CEDEAO. Et après, c'est la Cour de justice. Tout porte à croire que les institutions internationales comme la CEDEAO, etc., sont encore dans le syndicalisme des chefs d'État. Ça, il faut le souligner. Parce que tout simplement, le FNDC a prévu d'intenter certaines actions, au-delà des actions qui sont déjà lestées dans les instances du tribunal de la CEDEAO, on le sait très bien. Et le dernier dossier, je crois, concernant le FNDC, la Guinée a été sérieusement condamné par la Cour de justice de la CEDEAO. Et le FNDC avait décidé d'attaquer en justice, de lester en justice le président déchu, le professeur Alpha Condé. Ouais. Est-ce que c'est pour arrêter net, pour stopper net cette procédure qu'ils ont pris cette décision? Ma foi, pour moi, j'ai pas souvenance que une décision pareille ait été prise par la CEDEAO dans les coups d'État précédents. Donc cela reste un véritable camouflet pour le FNDC, parce que tout simplement cette action va arrêter net les procédures qu'ils ont voulu déclencher. Maintenant, est-ce qu'ils ont eu un autre moyen de juridictionnel? Je ne crois pas, quand on sait que juridiction. Je ne crois pas, quand on sait que ce sont des échelons, après la CEDEAO, l'UA, etc. Tous
soumissionne aux décisions que prend la CEDEAO, qui est d'abord l'instance fêtière et l'instance sous-régionale, pour moi, ce sera très difficile pour FNDC désormais de mettre en branle leur machine judiciaire. Non, vous ne pouvez pas les outrepasser. Alors, Boubacar Sansobari, votre analyse avant qu'on ait Maître Mohamed Traoré en ligne, moi, rapidement. Je pense que ce que nous vivons est une conséquence logique de la suspension de la Guinée par la CEDEAO. C'est-à-dire si la conférence de chefs d'État suspend, et puis il faut dire que ce n'est pas que la Guinée. C'est la Guinée et le Mali. C'est-à-dire à l'issue du dernier sommet. Mais au Mali, il n'y a pas le communiqué est là. Il est là. Vous pouvez même. Du point de vue des instances le communiqué est là. Si, le communiqué. Le communiqué, il dit ceci. Le communiqué, on dit suspend Abuja le 30 septembre 2021, suspension des procédures. Voilà. Je suis signé Tony Anen Maïdo, greffier en chef de la Cour de justice de la communauté CEDEAO. Vu la suspension de toute participation aux activités de la communauté CEDEAO par la conférence des chefs d'État de la communauté CEDEAO, de la République du Mali et de la République de Guinée. En conséquence, le président de la Cour a décidé de suspendre toutes les procédures concernant les pays su-indiqués, et ce, conformément à l'article 78 du règlement de la Cour qui dispose « La procédure peut être suspendue dans tous les cas par décision du président, sauf pour les renvois préjudiciels. Ainsi, vous êtes avisé qu'aucun acte de procédure ne sera enregistré par la greffe dans toutes les affaires provenant de ces deux pays, de tout quoi nous dressons le présent acte pour servir et valoir ce que de droit. Non, donc moi je dis que c'est une conséquence logique de la suspension de la Guinée, des instances de la CEDEAO. La Cour de justice de la CEDEAO ne fait que prendre en compte à son niveau la décision de suspension des deux pays. Maintenant, pour ce qui est des procédures qui sont engagées dans les deux pays auprès de la Cour de justice de la CEDEAO, je pense que c'est des procédures qui vont être gelées le temps de la suspension. Une fois qu'on aura autorisé à nouveau les deux pays à prendre part aux différentes instances de l'institution, notamment le retour à l'ordre constitutionnel. Ou disons, je préfère ne pas les lier parce que moi je me rappelle les premières sanctions contre le Mali avaient été levées avant le second coup d'État. Le coup d'État dans le coup d'État. Voilà. Donc il est possible que la CEDEAO revienne à de meilleurs sentiments avant même le retour à l'ordre constitutionnel sur la base d'un certain nombre d'engagements ou d'actions qui auront été posées par la junte ici en Guinée. Donc une fois que la conférence de chefs d'État va lever ces sanctions-là, je pense que de manière automatique, la Cour de justice de la CEDEAO va aussi prendre en compte cette nouvelle donne. Oui, Lamine Mounioua Sissi. En tout cas, la Cour de justice de la CEDEAO n'a rien réglé en Guinée. Donc, qu'elle suspende la Guinée ou qu'elle continue à recevoir les procédures. Il ne faut pas non plus banaliser les suspensions de notre pays aux instances internationales. Les conséquences peuvent être lourdes à la longue. Pour le moment, on est dans l'émotion. C'est vrai que tout le monde était... Vous le laissez terminer. Mais attention, ce qu'il est en train de dire est d'une gravité pour être attaché à la question du droit. C'est aussi pas grave. Tu es aussi dans la banalisation. Vous pouvez le laisser continuer. Si tu es dans la banalisation comme le colonel. Dis-moi ce que la Cour de justice a réglé dans l'autre pays, c'est dans l'État. Alors donc, ils ont suspendu la Guinée. Tant mieux pour elle, la Cour de justice. En tout cas, c'est une suite logique, mais je me pose la question de l'opportunité de cette décision qui a été prise. Je ne sais pas pourquoi ça concerne la Cour de justice, parce qu'elle doit être concernée par, bien évidemment, ce qui se passe, et au-delà de la politique. Ça doit être au-delà de la politique, et dans ce cas, c'est la politique qui guide le droit. Ça doit strictement rester par contre dans la politique. Et c'est regrettable, et parce qu'il va se passer des choses, et parce que même dans la transition, les actions ont été suspendues, les institutions ont été dissoutes, mais on continue à juger, on continue et on prend la garantie de respecter les droits fondamentaux, donc sur lesquels on doit y veiller scrupuleusement. Et je ne sais pas pourquoi c'est le moment où
on a vraiment besoin de faire la lumière ou sinon de rassurer les populations qu'on suspend la Guinée au sein de cette instance. C'est parce que la justice, c'est parce que la justice à l'interne, ça ne marche pas. Si elle marche très bien, on n'a pas besoin de saisir la justice à l'interne. Oui, mais il faut, comme l'a dit Ruby tout à l'heure, ces derniers temps, dans les revendications des politiques de l'opposition, dès lors, on parlait souvent des juridictions extra. Oui, mais c'est parce que ça ne marche pas à l'interne. C'est devenu même une sorte d'épée sur la tête. Oui, mais c'est parce que ça ne marche pas à l'interne, c'est ce que je suis en train de dire là. C'est parce que ça ne marche pas à l'interne. Si ça marche à l'interne, est-ce qu'on va saisir la justice, la Cour de justice de la CEDEAO? Non. Le FNDC, par exemple, est parti saisir la Haute Cour de justice de la CEDEAO. C'est parce que, à l'interne, ce qu'ils ont voulu, ça n'a pas marché. Si ça marche, on n'a pas besoin de. Et c'est ce qui relance même d'ailleurs la problématique sur la justice guinéenne. Il faudrait que les nouvelles autorités, comme le président l'a dit, commettent en branle cette justice et que cette justice fonctionne comme ça se doit. Si tel est le cas, je pense qu'on n'aura pas besoin de cette justice. Maintenant, autre chose, au plan international toujours, peut-être que c'est une question d'image. C'est une question d'image parce que lorsque vous êtes suspendu par une institution aussi qui n'est pas des moindres comme la CEDEAO, c'est une question d'image. C'est au-delà de ça. Au-delà de ça. N'oubliez pas que nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Comme je dis, le monde, les pays sont interconnectés. Ça veut dire que notre suspension au niveau des instances comme la CEDEAO, etc., va nous obliger à rester à la maison, à ne pas participer à un certain nombre de sommets, à ne pas participer à un certain nombre d'organisations, même à ne pas participer à un certain nombre de forums de levée de fonds qui ont quand même une conséquence mais là, lourde. On parle de la haute cour de justice. Non, pas seulement de la haute cour de justice. On dit une suspension. Non, il me terrorise pas, c'est qu'il est dans le déni complet de ce que je dis à chaque fois. Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que du point de vue image, oui, c'est vrai, mais du point de vue institutionnel, c'est quand même terrible que notre pays ne participe pas à certains sommets de décision. On ne peut pas banaliser, on ne peut pas vivre, on ne peut plus vivre, permettez-moi, on ne peut plus vivre en vase clos. C'est impossible. C'est impossible. Et on nous dit que Maître Mohamed Traoré a laissé son téléphone dans le véhicule de son ami, un argument quand même. Très banal. Non, pas banal. Il est très mais c'est un Traoré. Non, attendez. Non. Oui, c'est pas surprenant. Il est sérieux et disponible. Oui, un Traoré. Quand ça vient d'un Traoré. Quand Condé te dit ça, un Traoré. En tant que Condé pour un Traoré, ça ne me surprend guère. Alors, on va s'intéresser à ces premiers pas, bien entendu, du nouveau Premier ministre. La liste du gouvernement est toujours attendue, mais on connaît déjà le nombre. On connaît l'ossature. Il ne reste qu'à meubler cette ossature, mais il y a déjà une première rencontre entre Mohamed Béavogué et le personnel de la primature, autrement dit le palais de la Colombo, Lamine Mouniouma Sissé. Très rapidement. L'ossature, les rencontres avec le CNRD, et il faut rétablir un fait, une vérité. Et on nous a dit que les DAF sont passés devant le président du CNRD, c'est pas vrai, ce qui n'est pas vrai. Ils n'ont pas rencontré, ils n'ont jamais vu le président du CNRD. Celui qui était là pour conclure tout cela, c'était encore le même Bala Samoura qui est partout. Alors donc c'était lui qui était là et c'est lui, je ne sais pas si c'est l'homme à tout faire ou c'est l'homme qui s'autodésigne pour tout faire. Alors donc il était en tout cas là pour entretenir les DAF en fin de compte. Donc ce fut le cas aussi pour les ressources humaines. Et ça, je me suis posé la question de l'opportunité de cette rencontre. Quel que soit quoi qu'on en dise de toutes les façons, je me dis que le CNRD devait attendre le gouvernement mis en place pour faire le travail. Alors, on nous dit que non, le CNRD, c'est toujours comme ça, a été alerté qu'il y a eu une évolution au niveau de l'effectif, au niveau de la masse salariale de la fonction publique entre le mois de septembre et le mois d'août. Entre le mois d'août et le mois de septembre, la masse salariale a presque doublé dans certains départements, dans certaines structures. Et pour la simple raison que pendant cette période-là, le CNRD a suspendu, a gelé tous les comptes ou tous les investissements, toutes les dépenses liées à l'investissement. Donc il n'y avait que le titre de... Octobre ou août-septembre? Je dis août-septembre. Voilà. Non, je dis août. Je dis août-septembre. Oui, août-septembre, on y va. Voilà. On va gagner un temps. En 2 minutes là. Donc, ces dépenses ont été gelées. Oui. Et par conséquent, ceux qui ont cette mauvaise habitude se sont rabattus sur ce titre 2, donc du personnel. Pour où ils ont pu grignoter en gonflant malheureusement aussi bien l'effectif des fictifs
et par conséquent le salaire des travailleurs. Donc c'est ce qui aurait alerté le CNRD qui a à cet effet convoqué les DRH pour savoir comment les choses, l'évolution, les effectifs ont évolué. Par rapport au PM et à l'ossature, le PM, il a déjà rencontré le personnel de la primature avec lequel il a conféré aussi bien le vendredi et le samedi. Et ça, le débat était vraiment houleux. Le débat était houleux. Quand je dis houleux, c'est au sens léger du terme, pas au sens strict du terme. Alors, donc, il a échangé, il a pu comprendre assez de choses. Mais ce que nous apprenons des travailleurs de la primature, c'est que c'est quelqu'un qui a le sens de l'écoute, comme son président peut-être, qui écoute beaucoup, et qui veut être pragmatique et qui ne veut pas se projeter sur le long terme et qui sait que la mission à lui confier par le CNRD s'inscrit dans un délai très bien déterminé. Et c'est pendant ce délai-là qu'il doit produire des résultats. C'est vrai qu'il a dit que ce n'est pas une mission de développement, mais cela ne l'empêche de poser quelques actions. Et parce qu'il a fait savoir à ses collaborateurs. Par rapport à l'ossature, c'est vrai que c'est un gouvernement réduit. On espère que ce qu'on a connu dans un temps très récent, dans un passé très récent avec le président Alpha Condé. Il n'y a pas de nouveauté, parce qu'il n'y a pas de département. Il n'y a pas de nouveau département. On ne l'aura pas. Maintenant, il y a des départements. Il n'y a pas de nouveauté. Il y a des départements, et ça, moi, je suis en parfaite harmonie avec l'ossature qui a été donné. Le pouvoir étant un délice cancérigène, moi, je voudrais encore croire que ces hommes-là resteront dans leur aptitude habituelle. Moi, pour le moment, vous parlez d'écoute, c'est trop tôt de dire que le Premier ministre est en sens d'écoute. C'est sa première rencontre avec le personnel de la primature. Le colonel Doumbouya du 5 n'est plus trop le même à partir du 20 et maintenant jusqu'à cette période. Le CNRD au lendemain du 5 n'est plus trop le CNRD. Maintenant, on en parlait tout à l'heure là à travers les actes et les bavures et tout le discours auquel nous assistons. Le pouvoir étant une maladie encore une fois difficile à curer, je veux dire, moi j'ose croire qu'ils resteront droits dans leurs bottes, mais dans un pays comme la Guinée, il est très difficile de croire à ça. Maintenant, l'ossature du gouvernement, c'est bien, c'est la qualité des hommes. Bien sûr. Lamine Mouma l'a dit dans son édito derrière, comme le disait Aristote. Parce que j'ai vu, parce qu'il y a des informations qui circulaient. Il y a des informations de l'ameublement qui circulaient. Fermez-moi. Il y a des informations de l'ameublement qui circulaient. Ça reste à vérifier est-ce que c'est crédible ou pas. Si c'est le cas, je retrouve des noms là-dedans. En tout cas, il y a notre journaliste qui suit toutes les activités du CNRD, Tomou Traoré, qui nous envoie quelques noms. Si en tout cas cela s'avère comme ce fut le cas pour Mohamed Beyavogui, parce que c'était un secret de polichinelle. Quant à la nomination de Mohamed Beyavogui, il nous dit que Bala Samoura va occuper le poste du ministère de la Sécurité, Maître Mohamed Traoré. Est-ce que c'est pas la raison pour laquelle c'est une information qui circule? Exactement. Le ministère de la Justice à la Gisselou, le ministère de la Communication. Ça fait plus de 48 heures, ça s'affiche. Il ne faut pas jouer au cours d'injonction. On ne doit pas jouer au cours. Attendez, on en a parlé pour les autres aussi. On doit pas faire ce sont des noms il y a au moins 24 heures, c'est non circulé. Moi, peut-être que c'est le temps qui fait défaut. Je vais parler juste par rapport à l'ossature. Alors, Mouniou l'a dit dans son papier de ce matin-là. Alors, le vrai gouvernement, c'est celui dans lequel on trouve moins d'hommes inutiles. Mais bien qu'on arrive là, pour l'ossature, quand on prend le premier département ministériel, on dit justice et droits de l'homme. Alors, je me demande si c'est pas une faute qui a été commise ici. Non, garde des Sceaux. Non, garde des Sceaux, justice et droits de l'homme. Alors, est-ce que les deux doivent cohabiter, justice et droits de l'homme, quand on sait que la plupart des droits de l'homme ont été violés ces derniers temps? Je sais ce que je dis, Roby, s'il te plaît. Par la justice elle-même, le cas des magistrats, avec les gens qui ont été pris, emprisonnés, parfois arbitrairement. Donc, cette cohabitation. Et quand on dit justice et droits de l'homme, justice vient d'abord avant droits de l'homme. Est-ce qu'on ne va pas plus donner de poids à la
justice qu'aux droits de l'homme. Mais justement, est-ce que la cohabitation, ça peut aller? Et je vous rappelle que les partenaires sont très inquiets à ce niveau. Justement, les partenaires sont très inquiets. Non, j'en venais. Je le dis en connaissance de cause parce que les partenaires qui œuvrent dans le domaine des droits de l'homme sont inquiets. Et quand on parle des droits de l'homme, et là aussi, ça sous-entend que les droits de l'homme se résument seulement à la justice, à l'impunité, alors que ce n'est pas seulement, ça va au-delà. Il y a les droits de l'homme, parlons des questions de développement, de santé, droit à l'économie, droit à la santé, droit à l'éducation, droit social, etc. Il y a assez de droits qui ne sont pas que liés aux droits civiques. Si le CNRD pouvait rectifier avant qu'on ne meuble le gouvernement, bon, c'est déjà fini. Lamine, Monument, Sissé, Boubacar, Sanso, Barry, Roby, Sarah, Cheikh Ndoye, Sadibou. On termine avec ce propos de Abdoulaye Keita, le régional de Bokeh. Bienvenue au pays de Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qu'il veut dire? Demain, nous allons lui poser cette question. Ça n'est donc terminé pour ce premier numéro de la semaine. On se reprendra demain mardi avec le même plaisir de vous servir. Vous auditeurs et téléspectateurs, portez-vous bien. Merci.